Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les aléas des transports. Merci aux provinciaux d'être venus de si loin. Merci aux Parisiens d'avoir marché, roulé, patiné. Merci en tout cas d'être là. C'est sûr qu'on aura certainement des retardataires qui vont arriver ensuite, mais on se doit de démarrer parce qu'on a un timing quand même relativement serré. Et donc, voilà, les gens prendront en cours de route. Bienvenue au cocktail Fédérec de fin d'année. On ne pouvait pas imaginer, il y a maintenant un an, quand on prend la date pour le cocktail, qu'on réserve les lieux, qu'on réserve les choses pour ce cocktail, qu'on aurait des événements qui allaient perturber un peu ce cocktail. Mais c'est comme ça, et l'essentiel, c'est de se retrouver. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura plus à manger et à boire pour tout le monde. Donc il faut toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et donc vous avez des sacs derrière vous, c'est les doggy bags qui vous permettront de repartir avec un peu de nourriture. Ensuite, chez vous, pour fêter les fêtes de fin d'année. Plus sérieusement, le format de notre conférence ce soir est directement lié à vos préoccupations et à l'actualité. Donc d'une part, la loi économie circulaire, qui est encore en cours de discussion à l'Assemblée. Il nous a semblé quand même intéressant de vous faire un retour de là où on en est. Et deuxièmement, les marchés qui nous animent tout le temps, mais particulièrement en ce moment, sur notamment le papier carton, la ferraille, les non-ferreux, le plastique. Voilà, pour ouvrir cette conférence, nous avons invité un grand témoin, la sénatrice Marta de Cidrac, qui est présente ici parmi nous, que je remercie personnellement de sa venue, avec qui nous avons travaillé cet été sur ce projet de loi économie circulaire quand il est passé au Sénat. Et merci beaucoup parce que je sais que vous avez un timing aussi très serré derrière. Et je suis très sensible au fait que vous ayez quand même maintenu votre présence alors que derrière vous avez d'autres engagements. Et donc voilà, merci beaucoup sur ça. Et merci aussi d'une manière plus générale, et je voudrais que vous en fassiez l'écho auprès des autres sénateurs, au travail qui a été fait au Sénat sur ce projet de loi économie circulaire. Parce que je trouve que le projet de loi était déjà intéressant. Et le travail qui a été fait au Sénat était vraiment un travail d'amendement, dans le bon sens du terme, pour compléter, pour essayer de préciser les choses et d'améliorer cette loi économie circulaire. Et il y a aussi eu de la part du Sénat une grande écoute de l'ensemble des parties prenantes, pas uniquement de la Fédérec, mais bien sûr des parties prenantes. Et je trouve que ce travail était remarquable de sérénité et de richesse dans le texte qui en est sorti. Voilà, que ce soit sur les certificats d'incorporation matière, sur les outils pour apporter des solutions à la saturation des capacités de stockage, mais aussi sur la puissance des éco-organismes et donc essayer de contrôler cette puissance des éco-organismes. Enfin bref, tout ce travail a été remarquablement fait et je vous propose de venir à ce pupitre pour nous en parler. Et ensuite, Madame de Cidrac a accepté que, suite à son intervention, si vous avez des questions à lui poser, elle serait prête à y répondre. Voilà, je vous laisse le pupitre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aussi pour votre invitation. J'avais prévu un petit discours, mais je crois qu'on va oublier ce petit discours, puisque, comme vous l'avez rappelé à juste titre, l'examen de ce texte de loi est encore en cours, puisque tout à l'heure, j'ai eu un échange avec les rapporteurs à l'Assemblée, et elles me disaient que la soirée risquait d'être longue, chez eux aussi. On est passé par là, nous également, puisqu'il restait plus de 600 amendements au moment où nous nous parlons. Donc, vous voyez, voilà, bon. Que vous dire? Écoutez, tout d'abord, je vous remercie à la fois en mon nom propre, au nom de l'ensemble de la Commission, mais aussi Aménagement du territoire et développement durable, pardon, autant dire les mots complets, mais également de la part de l'institution à laquelle j'appartiens, le Sénat. Effectivement, je vais revenir peut-être très simplement sur la chronologie et l'historique de ce texte de loi qui est arrivé à un moment donné quand même un peu particulier. Je pense que comme moi, vous vous souvenez du discours de politique générale de notre Premier ministre, M. Édouard Philippe, au Parlement le 12 juin, lorsque, entre autres, il avait annoncé le grand texte sur l'environnement qui devait arriver et qui devait être un acte fort de la deuxième partie du quinquennat. Et pour ne rien vous cacher, moi, à ce moment-là, j'étais d'ores et déjà
je dirais, investi de la mission qui m'attendait en tant que rapporteur pour la commission de l'aménagement du territoire et développement durable. Et je me suis réjouie de sentir en fait une vraie volonté, effectivement, environnementale sur laquelle nous allons tous collectivement nous pencher. Le texte est arrivé donc Conseil des ministres le 10 juillet, sauf erreur de ma part le 11 juillet, le bureau du Sénat, et donc tout de suite ensuite nous avons enchaîné au Sénat, au niveau de la commission, un certain nombre d'auditions, beaucoup d'auditions. Je crois qu'on a battu des records à cette occasion-là, pendant la période estivale. Vous-même, vous faisiez partie des heureux élus que nous avions auditionnés à ce moment-là, et l'état d'esprit dès le début, il est toujours au même niveau, je vous rassure tout de suite. Une certaine sérénité, une certaine, je dirais, ouverture d'esprit, parce qu'on souhaitait absolument être certain que nous n'oublions personne dans la grande chaîne de ce qu'est l'économie circulaire. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'économie circulaire, je pense que vous connaissez parfaitement le sujet, peut-être même mieux que moi sur un certain nombre d'aspects. Et aussi, nous voulions être certains, nous sommes sénateurs, nous avons été saisis en première lecture au Sénat de ce texte de loi, nous assurer aussi que les collectivités que nous représentons au sein du département et qui sont vos partenaires, dont vous êtes aussi vous partenaires, hein, c'est dans les deux sens, les partenariats, étaient bien effectivement entendus et pouvaient aussi peut-être nous apporter des choses au niveau du vécu, au niveau du déroulé. Le projet de loi, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez, 13 articles au départ, issus de la Commission aménagement du territoire et développement durable du Sénat, 36 articles, issus de la séance publique du Sénat, un peu moins de 100 articles. Hein. Donc tout ça pour dire qu'il y a eu effectivement, vous l'avez rappelé Monsieur le Président, et je vous en remercie, un certain nombre d'amendements que nous avons la prétention d'appeler enrichissement de ce texte-là, puisque nous nous sommes réellement attelés à beaucoup des problématiques que pose le texte de l'économie circulaire, mais pas simplement en aval, c'est-à-dire se poser la question, somme toute, de nos déchets, mais que devient-il après? Là, on a des acteurs pleinement identifiés, mais aussi peut-être se poser la question en amont, en réalité, comment est-ce qu'on peut collectivement amorcer ce que l'on sentait d'ores et déjà depuis un petit moment dans l'opinion publique, de manière à faire attention à ce que l'on ne se retrouve pas à un moment donné avec le camp du bien et le camp du mal en matière d'économie circulaire, avec des intérêts qui pourraient paraître pour certains complètement opposés. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'intérêt opposé. Moi, je pense qu'il est normal que chacun puisse s'exprimer et que tout un chacun, selon, en réalité, l'activité qui est la sienne, les représentations dont il est investi et dont il est mandaté, puisse s'exprimer de manière à ce qu'on trouve un texte le plus équilibré possible. Je vais peut-être faire un petit rappel, si vous permettez, Monsieur le Président, un petit peu quels sont les grands chapitres de ce texte, puisque vous savez que vous avez un premier grand titre qui concernait pour l'essentiel l'information aux consommateurs. Donc ça nous renvoie à ce que je vous disais, c'est-à-dire tout le sujet de l'amont, un petit peu aussi. Et puis aussi, pour nous, il était très important que l'on puisse envoyer un message également à nos concitoyens, et nous en sommes également, de la responsabilité aussi de tout un chacun. La loi ne peut pas tout résoudre en matière d'environnement. Nous sortons, je me permets une petite parenthèse, de la COP25 qui, hélas, sur le climat, qui hélas est un échec autour de l'environnement. Donc on peut aussi parfois avoir aussi cette approche un petit peu citoyenne, un petit peu environnementale, y compris dans un texte qui concerne pour une grande partie l'économie de notre pays. Donc, premier grand chapitre autour de tout ce qui était information aux consommateurs. Deuxième grand chapitre, donc deuxième grand titre, autour de tout ce qui pouvait toucher à l'aspect anti-gaspillage. Un troisième grand titre qui concernait la responsabilité élargie des producteurs. Je crois que de toute façon, ce sont des sujets que vous allez aborder à l'occasion des différentes tables rondes ce soir. Et puis, nous avions aussi toute une série autour d'articles autour de, je dirais, tout ce qui pouvait concerner aussi un certain nombre d'habilitations issues soit de directives européennes, soit de volontés que l'on souhaitait mettre dans cette loi, mais qui n'étaient pas en dur dans le texte. Je pense notamment à tout ce qui concerne la filière du bâtiment, c'est-à-dire les dépôts sauvages,
qui sont un sujet très prégnant pour les collectivités dans les territoires. En le disant, je crois que je ne vous apprends rien. Donc, on a extrait un certain nombre d'habilitations qui devaient passer sous ordonnance pour les mettre en dur dans le texte. Donc, tout ça, vous voyez, mis bout à bout, et avec l'apport de chacun de mes collègues, nous sommes arrivés à un grand nombre d'articles, mais beaucoup d'articles très intéressants, beaucoup de sujets très intéressants. Il y a eu aussi, à un moment donné, ça ne vous a, je ne pense pas, échappé, un certain nombre de sujets qui ont focalisé peut-être l'attention un tout petit peu plus que les autres, parce que je crois issus à un moment donné peut-être un malentendu finalement, et d'une espèce, j'ai envie de dire, de volonté peut-être d'initier, pourquoi pas, quelque chose de différent, mais qui manquait à un moment donné peut-être un petit peu de concertation et un petit peu d'étude d'impact. Je pense évidemment, vous avez deviné, à ce qui concernait pour l'essentiel le sujet de la consigne, que ce soit une consigne pour réemploi ou une consigne pour recyclage, mais il y avait aussi le sujet de tout ce qui était dépôt sauvage, la filière bâtiment, fallait-il ou pas instaurer une REP ou pas, et donc tous ces sujets-là, à un moment donné, ont focalisé beaucoup nos énergies et nos interrogations. Donc ça, c'est un petit peu le contexte global et, si vous voulez, la base de ce qu'étaient un petit peu les débats. Au Sénat, pour ceux d'entre vous qui ont suivi la séance publique, vous avez dû voir que sur tous les bancs de notre Assemblée, que nous soyons sénateurs d'un territoire rural, d'un territoire urbain, que nous soyons d'un parti politique plus de gauche ou de droite, en fait, il y avait une vraie unanimité sur tous les bancs. C'était un travail très transpartisan. Et d'ailleurs, je saisis cette occasion, Monsieur le Président, aussi, à travers vous, remercier l'ensemble de mes collègues, parce que tout le monde s'est vraiment attelé à ce travail avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de collégialité, réellement. Moi, je n'ai à aucun moment senti vous voyez, une incompréhension, une volonté d'un territoire de vouloir imposer son point de vue, je dirais, d'un groupe politique de vouloir imposer le sien. Absolument pas. On a vraiment travaillé dans une vraie collégialité. D'ailleurs, ça avait été remarqué et observé. Ça nous a aidé à bâtir le texte qui est le texte examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. Nous avons aussi eu, bien évidemment, des échanges avec l'ensemble des partenaires à travers les auditions, mais aussi à travers le ministère. Et on a été à tout moment en demande d'un certain nombre d'informations qui nous arrivaient au fil de l'eau ou pas, mais j'ai envie de dire, somme toute, un travail parfois un peu complexe, mais un travail de législatif classique, avec les tensions que l'on peut avoir parfois, avec les difficultés que l'on peut avoir parfois, et qui a mené à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous intéresser, puisque le texte sera voté peut-être dans la nuit aujourd'hui, plus vraisemblablement demain. Aujourd'hui, certains, vous avez dû peut-être suivre également les débats à l'Assemblée nationale, annoncent d'ores et déjà une commission mixte paritaire non conclusive. Moi, je vais vous dire, je vais être franche avec vous. D'ailleurs, je suis venue avec ma franchise aujourd'hui. Ce soir, je l'ai dit à Monsieur le Président, et c'est bien pour ça que je me prêterai bien volontiers au jeu des questions-réponses. Moi, je ne suis pas capable de vous dire si notre commission mixte paritaire sera conclusive ou pas. En l'état actuel des choses, ce que j'observe simplement, c'est que quand même si c'est parfois un petit peu avec plus de difficultés, avec une demande peut-être un peu plus forte de la part de certains représentants de collectivités, une vraie demande d'être entendue, d'être écoutée, et de manière à ce que la voix de tout un chacun, comme je le disais, il est important qu'on avance tous ensemble, soit entendue. On dit qu'il y a eu un accord avec les collectivités. De l'autre côté, vous avez dû tous voir un certain nombre de communiqués aussi, enfin un communiqué commun à l'ensemble des associations de collectivités. Moi, je représente les collectivités, donc j'écoute, j'observe. Et au moment où je vous parle, moi, je ne suis pas capable de vous dire si notre commission mixte paritaire va aboutir. Ce que je souhaite en revanche partager avec vous, c'est que, quoi qu'il en soit, moi, j'ai d'ailleurs cet après-midi appelé les rapporteurs de l'Assemblée nationale en leur disant « Écoutez, certains d'entre vous ont annoncé une CMP non conclusive. Moi, je ne suis pas capable de vous le dire. Ça fait partie du travail de législateur, ça fait partie du travail du parlementaire
que nous échangions, que nous regardions quels sont les points durs, quels sont les points sur lesquels nous pouvons avoir des accords, parce que dans ce texte-là, heureusement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes d'accord d'emblée. J'ai envie de dire qui ne feront même pas l'objet de négociations entre nous, heureusement. Donc moi, aujourd'hui, sur le sujet de savoir si le texte va pouvoir aboutir définitivement à l'issue de la CMP, je ne me lancerai pas dans des spéculations là-dessus. Je vais attendre d'abord qu'il soit voté à l'Assemblée, que je puisse m'y atteler de nouveau. Vous voyez, les auditions pendant les vacances d'été, Noël, pour moi, le cadeau, ça sera d'examiner le texte qui sortira de l'Assemblée nationale, de manière à ce que la CMP qui a été annoncée pour tout début janvier, c'est un petit peu mon regret, c'est qu'on ne laisse pas beaucoup de temps à la négociation de se déployer, parce qu'il ne faut pas se cacher, nous sommes en période, malgré tout, de vacances, là encore, mais j'ai bon espoir, Monsieur le Président, et alors je m'adresse aussi à l'ensemble de vos adhérents et des personnes présentes ce soir, j'ai bon espoir, malgré tout, qu'on puisse échanger de manière constructive, de manière positive, de manière sereine, pour qu'à un moment donné, au moins qu'on se parle et qu'on puisse ensemble porter peut-être, je mets le conditionnel, ce texte-là jusqu'au bout. Je ne dis pas que c'est gagné, je ne dis pas que ça sera facile, mais je ne crois pas que ce soit impossible non plus. Voilà, c'était quelque chose aussi, je voulais quand même finir sur cette note positive, je l'ai partagée avec mes collègues de l'Assemblée nationale. J'espère que nous allons avoir une ouverture d'esprit et une sérénité dans les deux chambres lorsque la CMP va se réunir. En tout cas, comptez sur moi pour que j'œuvre dans ce sens-là. Il n'y a pas, je le rappelle et je le dis, il n'y a pas les bons de l'économie circulaire et les mauvais de l'économie circulaire. Il y a juste des intérêts et il faut les préserver tous. Il faut être raisonnable en matière d'économie circulaire. Il faut être réaliste. Et il faut aussi, lorsque des dispositions sont mises en place, et là je plaide pour les collectivités que je représente, laisser tous ces dispositifs, tous ces investissements se déployer au mieux. Et puis, si ça ne va pas, on se reparle et peut-être qu'on trouvera de nouveau une solution ensemble, celle-ci ou une autre. Mais voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous très simplement. Donc excusez-moi, mais mon petit discours, voilà, si vous voulez, je peux vous le lire, mais je pense que vous allez vous ennuyer. Donc moi, ce que je vous propose plus simplement, si vous en êtes d'accord, si vous avez des questions, je suis vraiment à votre disposition. Et puis, quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas de questions, pour moi, le processus législatif n'est pas achevé. Tant que la CMP n'a pas eu lieu, on ne peut pas dire que l'exercice soit terminé. Donc moi, tant qu'on n'a pas été jusqu'au bout, j'ai envie de dire, le dossier n'est pas refermé. Voilà. Merci pour votre écoute. Non, je vous en prie, Madame la sénatrice, merci beaucoup. Je vous en prie, restez sur scène, puisqu'on peut peut-être transmettre un micro si vous avez des questions. Voilà, Madame a une question, alors je vais vous passer le micro. Voilà, il y en a, oh là, ça bondit. Moi, je voudrais revenir sur les déchets du BTP. Est-ce qu'il y a une avancée? Est-ce qu'on a déjà défini les modalités d'une REP, pas d'une REP? Enfin bon, vous voyez, on en a parlé. Alors, vous savez que nous, au Sénat, on disait que ce qui nous intéresse, ce sont les résultats. Puisque lorsque j'avais échangé avec le secteur du BTP, ce que je souhaitais simplement, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs et de propositions que nous avions faites, qui ont été amendées moi en tant que rapporteur, mais qui ont été amendées aussi par mes collègues sénateurs. Et on avait dit, si la filière souhaite s'organiser elle-même, nous, on avait laissé la possibilité d'un système équivalent. Voilà. De ce que je peux vous dire au moment où je vous parle, puisque ça va être justement les débats qui restent, qui vont arriver dans la nuit ou demain, je sais que l'Assemblée nationale, pour avoir échangé avec quelques collègues députés, s'oriente plutôt vers une REP obligatoire. Mais je ne peux pas vous en dire plus et je ne veux surtout pas parler à la place de mes collègues députés. Mais pour le moment, on s'oriente plutôt vers une REP. Et alors, je ne sais pas aujourd'hui où ils en sont, peut-être qu'il y a déjà des choses qui ont été actées et décidées autour de cela. Nous, on a plutôt préféré privilégier le résultat. Après l'organisation de chaque filière, à elle de nous proposer sa propre organisation. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, allez-y, je vous en prie. On va vous passer un micro. Il va arriver au premier rang. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonjour, bonjour madame. Merci de votre présentation. En fait, la question que je me pose depuis plusieurs semaines, c'est comment on peut expliquer que depuis l'été dernier, par exemple sur la consigne dont vous avez parlé, on a eu affaire à des agressions du gouvernement vers les professionnels et des réponses techniques, pourtant très claires, des professionnels au gouvernement. Alors, vous qui êtes en relation, je pense, plus immédiate que nous avec madame Poirson et le gouvernement, est-ce que vous avez une explication à ce phénomène ? Alors, écoutez, moi, je ne souhaite pas forcément, vous voyez, réanimer la polémique, effectivement, que nous avons vécue, très clairement, nous aussi, moi, en tant que rapporteur, sur ce texte de loi. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne me l'explique pas réellement en tant que tel. Moi, ce que j'ai identifié en revanche très rapidement, c'est que nous, on avait, puisque je dirais ce que vous décrivez est parti au moment où on a abordé le sujet de la consigne pour recyclage, sur le volet des bouteilles en plastique, pour très simplement. Au Sénat, nous avions auditionné toutes les parties, y compris le fameux collectif Boisson, dont on parle souvent. Je ne veux pas rentrer dans un débat pour dire qui a vu qui défend qui. Ce que je regrette, sincèrement, et je l'ai dit plusieurs reprises à Madame Elisabeth Borne, mais aussi à Madame Brune Poirson, qui était mon interlocutrice sur ce sujet-là, que je ne comprenais pas d'une certaine façon une certaine opiniâtreté qu'on a pu constater à ce moment-là, et que on me ressortait, moi, en tant que sénatrice, que, si vous voulez, je ne défendais que l'intérêt des collectivités. J'ai envie de dire, en même temps, c'est un peu normal, non? Vous ne croyez pas? Après tout, c'est eux qui m'ont mandaté pour être là où je suis, première chose. Et puis, deuxième chose, quand même, que je souhaitais rappeler, c'est que nous, on n'a pas du tout été sur le volet de savoir... je veux briser telle filière, j'estime que telle industrie n'est pas bonne, etc. On n'a jamais, vous ne trouverez jamais dans aucun de nos propos, que ce soit ceux de mes collègues sénateurs ou du mien, vous voyez, une parole contre l'industrie du plastique, contre les recycleurs, Donc on n'est absolument pas sur ce terrain-là. Donc pour répondre très clairement à votre question, je ne peux pas me l'expliquer, je ne me l'explique pas. Factuellement, je ne me l'explique pas, d'où cette espèce, je pense, de malentendu qui, à un moment donné, s'est installé entre nous et qui a peut-être, d'une certaine manière, cristallisé et rendu le débat un petit peu compliqué autour de ce sujet-là. Voilà, moi je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que, voilà, je crois que tout le monde pouvait entendre nos arguments. Pour moi, le premier argument... et l'essentiel, c'est celui que j'ai toujours avancé, il était environnemental. Nous avions un deuxième volet, quand même, n'oublions pas que notre pays sort d'une période de gilets jaunes. Il y avait le sujet des consommateurs, en fait, autour de cette consigne. Nous avions aussi le sujet, évidemment, des collectivités. Et moi, je ne vois pas pourquoi on me ferait le reproche aussi de les écouter et d'entendre leur point de vue. Et puis, quand même, moi, je crois qu'il y a quelque chose que notre pays, parfois, a un peu comme défaut. Moi, je suis une parlementaire relativement de fraîche date. C'est que on met en place une solution sur un sujet donné. On n'attend même pas qu'elle se déploie pleinement, qu'on aille jusqu'au bout de l'exercice. Et au milieu du gué, parce qu'on estime que ça ne va pas assez vite, à tort ou à raison, on se dit, bon, allez, hop, on table rase, on va proposer quelque chose de mieux, de moins bien, que sais-je. Voilà. C'est le cas, de mon point de vue, sur l'extension des consignes de tri. Ce que je vous dis, c'est une position que c'est pas un scoop, vous connaissez ma position sur ces thématiques-là. Donc, je ne peux pas vous dire quelle peut être la vraie raison de tout cela. Je crois simplement qu'il faut qu'on se reconnecte un petit peu les uns et les autres et qu'on se rende bien compte que malgré tout, nos intérêts, et je dis intérêts pas dans un sens mercantile, parce qu'après, vous voyez, on associe ça à des termes qui sont parfois déplaisants à lire, mais vraiment, nos intérêts, quels qu'ils soient, à un moment donné, convergent. C'est une vraie conviction que j'ai sur ces thématiques-là, et je crois aussi qu'en matière d'environnement, on parle bien de transition écologique. Soyons raisonnables dans les dates que l'on veut mettre en place dans le cadre d'une trajectoire et n'obérons pas l'avenir. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas l'être demain, on le sait bien. Donc soyons humbles et modestes sur ces thématiques-là et avançons, mais vraiment, vous savez, tant qu'on va se tirer dans les pattes, on n'avancera pas assez vite. En fait, c'est vraiment, voilà.
C'est pas une vraie réponse que je vous fais, mais c'est la mienne pour le moment. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sauf s'il y a une dernière question, parce que je sais que vous êtes pressé par, oui, je suis par le désolée, temps. Je suis aussi, un peu longue dans mes réponses, mais je suis une grande bavarde, alors forcément. Bon, bah écoutez, en tout cas, on peut vraiment vous remercier, Merci Madame à vous. de Tidrac, d'être venue ici pour cette introduction. Merci à vous. Bah écoutez, je suis ravie en tout cas de vous accueillir ce soir pour cette conférence cocktail, donc organisée par FEDEREC autour de cette question qu'on a évidemment commencé à aborder. Sommes-nous à un tournant économique et législatif dans le secteur du recyclage? On est au cœur de l'actualité, hein, on l'a dit, puisque alors là, c'est dans quelques heures, cette nuit, demain, que doit s'achever à l'Assemblée nationale l'examen en deuxième lecture du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On va y revenir longuement. Jean-Philippe Carpentier commençait à en parler en introduction. Ce sera un premier temps, une première table ronde autour de la loi, des avancées, des aspects, on va dire, un peu plus négatifs, en se disant que les choses aussi peuvent continuer à avancer. C'est ce que vient de dire Madame la sénatrice. Et puis aussi de rappeler, dans ce contexte, les propositions faites par FEDEREC. Et puis dans un deuxième temps, dans une deuxième table ronde, on va faire un point sur certains secteurs clés, comme les métaux ferreux et non ferreux, les papiers cartons et les plastiques, pour tirer un bilan, évidemment, de l'année, mais aussi avoir une vision prospective des marchés, en vous laissant à chaque fois un temps de questions, évidemment. Alors on va entrer dans le premier sujet autour de l'actualité et de ce projet de loi sur l'économie circulaire. On va zoomer sur 3 thématiques: le stockage et puis aussi évidemment le sujet, vous l'avez évoqué, des REP. On s'intéressera particulièrement au sujet du bâtiment aussi, qui aura un droit à un focus spécifique. Donc pour en parler, j'invite à me rejoindre messieurs Mathieu Scharrer, Manuel Burnand, j'ai écrit votre nom au dernier moment, et Erwan Lemeur. Je vous en prie, venez avec moi. Merci messieurs, on peut vous applaudir. Allez. Je vous en prie, installez-vous. Installez-vous. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Donc à mes côtés, Mathieu Scharrer, merci d'être là pour parler spécifiquement dans un instant de stockage. On va s'intéresser à ce sujet d'actualité en particulier avec vous. Vous êtes président de FEDEREC Centre et Sud-Est. À vos côtés, désolé d'avoir écorché votre nom en vous appelant sur scène, Manuel Burnand, donc DG, directeur général de FEDEREC. Alors vous remplacez au pied levé Jean-Pierre Parisi, qui malheureusement n'a pas pu venir parce qu'il n'a pas pu prendre un moyen de transport pour venir nous voir, on le comprend malheureusement, et qui devait nous parler plus globalement du sujet des REP. Et donc avec vous, on s'intéressera à ce sujet. Et puis pour parler plus spécifiquement de bâtiments, on va pas parler de BTP, mais de bâtiments, ça vous allez nous l'expliquer, avec Erwan Lemeur, qui est donc président de FEDEREC BTP, justement. Vous allez nous en dire quelques mots tout à l'heure. Alors je commence par Mathieu Scharrer. Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir. Donc on va parler avec vous de stockage. Alors avant de rentrer dans le sujet, évidemment le sujet de l'actualité, c'est peut-être bien de revenir sur le contexte. Un contexte qui était une autre loi, ça c'était en 2015, hein, c'était la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Absolument. Donc bonsoir à tous, j'ai l'honneur de présider le syndicat régional Centre et Sud-Est qui regroupe les 2 régions administratives Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes et qui compte 70 adhérents. Effectivement, le contexte dans lequel nous évoluons, c'est celui de la loi de 2015, la loi de transition écologique pour la croissance verte, qui a fixé des restrictions en fait de la capacité des installations de stockage, puisqu'elle dit qu'à l'horizon 2025, 50% seulement des tonnages qui étaient enfouis en 2010 devront continuer à l'être, avec un point de passage en 2020 à hauteur de 70% des tonnages de 2010. Donc évidemment, la restriction des capacités de stockage, c'est la conséquence d'un certain nombre d'autres dispositions de cette loi, et notamment tout ce qui tourne autour de la prévention des déchets, qui doit en limiter le tonnage évidemment et la production, autour de l'éco-conception, mais qui tourne aussi autour de la collecte sélective et du tri à la source des biodéchets, qui tourne également autour de la mise en place du décret 5 flux, et surtout qui met en avant une filière qui s'appelle la filière CSR, la filière des combustibles solides de récupération, qui doit permettre, parce que c'est là qu'est le vrai enjeu en termes de tonnes, qui doit permettre de réduire de manière considérable à terme les tonnages mis en décharge. Donc je dirais que nous, recycleurs, c'est un cadre de travail évidemment pour nous
qui est plutôt favorable. On nous dit souvent, j'entends souvent, mais vous devriez être content si on limite l'enfouissement. Effectivement, parce que nous ne sommes pas des enfouisseurs, nous sommes des industriels, comme d'autres, à cette précision près que notre matière première, c'est le déchet des autres. Mais nous n'avons pas plus vocation qu'un autre industriel à produire des déchets ultimes. Moi, j'ai une usine Michelin à côté de chez moi. Elle doit produire 400 ou 450 tonnes de déchets par an. Personne ne lui a jamais reproché de le faire, puisqu'on comprend bien que ce n'est pas son métier. Et ce n'est pas plus le nôtre de produire des déchets ultimes. Donc on est parfaitement en ligne avec ce cadre de travail quelque part qui nous est donné, mais le problème qu'on a, en fait, est un problème de timing. Alors, c'est quoi le problème, justement ? Alors, le problème de timing, c'est que... Il y en a un, ou même peut-être plusieurs. Il y en a pas mal. Les dispositions qui devaient permettre la restriction des tonnages qui partent en enfouissement, ces dispositions, en fait, n'ont pas été toutes mises en place. Ça, c'est un premier problème. Donc, il reste beaucoup de travail à faire autour de tout ce qui est tri à la source des biodéchets, qui continue, malgré les obligations qui devraient s'imposer, qui continue simplement à se mettre en place. Le tri des 5 flux, puisque le tri des 5 flux, ça reste encore quelque chose qui est certes obligatoire, mais que chez certains petits professionnels détenteurs de déchets, on a du mal parfois à mettre en place. On a aussi un certain nombre d'éléments de contexte qui n'étaient pas prévisibles forcément en 2015, qui concernent notamment les belles années de croissance économique globale qu'on a vécues et qui ont augmenté les tonnages de déchets qui ont été produits. La fermeture également des pays asiatiques à un certain nombre de nos matières premières issues de recyclage, parce que ça a eu un double effet, d'abord d'entraîner un effondrement des cours de certaines matières qu'on est maintenant obligé d'éliminer, tout simplement, même si ça paraît choquant. Et puis ça a aussi fait monter les standards qualité des matières que nous produisons, et qui dit monter des standards de qualité dit aussi plus de déchets. Et donc aujourd'hui, j'ajoute aussi les primes à la casse qui, dans les dernières années, ont augmenté le tonnage des refus de broyage automobile qui ont été éliminés. Et donc, aussi, en fait, vous parlez des CSR aussi, c'est une filière ça fait des années qu'on se dit qu'il faut la développer. Alors absolument, et puis je vous l'ai dit, en termes de tonnage, c'est évidemment le développement de la filière CSR qui va permettre d'atteindre les objectifs de la loi de 2015. Et cette filière, en fait, est quasiment inexistante. Je ne veux pas être sévère, mais enfin, elle ne s'est absolument pas développée. Donc ça, ce sont des vrais problèmes et des vraies difficultés que vous rencontrez. Mais voilà, comme on veut être positif aussi ce soir, FEDEREC s'engage, mène des actions au niveau national, en premier lieu. Bien sûr. Donc, au niveau national, FEDEREC est intervenu très tôt auprès du ministère, avant même que le projet de loi en cours... on a quelqu'un qui nous perturbe un petit peu dans le fond, mais on ne le désignera pas. Avant même que le projet de loi en cours émerge, FEDEREC au niveau national a suggéré au ministère que des capacités de stockage soient dédiées aux centres de tri, et notamment aux centres de tri performants. Et puis, FEDEREC a suggéré également au ministère qu'on puisse décloisonner les limites géographiques issues des PRPGD. Et ça, c'était plutôt des demandes à court terme, et à moyen terme, nous avons également, au niveau national, insisté sur le développement de l'utilisation de matières premières issues du recyclage, leur utilisation dans l'industrie, et nous avons également insisté sur une impulsion forte, une vraie impulsion, avec des objectifs chiffrés, qui soit donnée à la filière CSR. Donc le projet de loi économie circulaire est ensuite arrivé au Parlement. La problématique de la saturation des capacités de stockage a été évoquée par FEDEREC, mais ne s'est pas retrouvée dans le texte qui a été soumis en Conseil des ministres. Et lors du passage au Sénat, qui effectivement a fait un travail considérable, le Sénat, autour de cette loi et autour des dispositions que nous appuyions, le Sénat a donc rendu légales les dérogations qui peuvent être prises par les préfets dans les PRPGD pour permettre, je vous illustrerai ça tout à l'heure au niveau de nos actions locales, on en a bénéficié dès la fin de cette année 2019. Le fait également de donner un accès prioritaire aux centres de tri performants, et le corollaire, c'est la mise en place d'une labellisation de ces centres de tri performants
pour rendre indiscutable en fait leur accès privilégié au centre de stockage. Donc le projet de loi, comme vous le savez, il est toujours en discussion à l'Assemblée. On a attendu 600 amendements. Absolument. Et il y a un dernier point qui est très important dans les actions au niveau national, c'est que FEDEREC est en train de mettre en place un indice du coût de l'enfouissement, parce que la conséquence de la raréfaction de cette ressource, c'est une augmentation des prix qui est assez vertigineuse, et on a besoin de cet indice pour appuyer nos séances commerciales, et puis également pour pouvoir indexer certains marchés de moyen terme, comme les marchés publics. Alors cet indice, vous allez y revenir un peu plus en détail justement, parce que là on a une vision nationale, mais l'action locale aussi finalement, parce que vous allez aussi interroger les uns et les autres. Alors l'action locale, c'est au niveau notamment Auvergne-Rhône-Alpes, où le projet de plan devrait être voté définitivement ce soir, c'est-à-dire que la région est en plénière actuellement. Donc le projet de plan, nous avons évidemment contribué à la rédaction de ce projet de plan, mais nous sommes également intervenus au niveau de l'enquête publique, en rencontrant le président de la commission d'enquête. Nous avons rédigé une contribution qui reprenait les éléments principaux dont je vous ai parlé, qui a rajouté quelques points aussi, notamment cesser de recevoir dans les installations de stockage des déchets en provenance directe de leurs producteurs, parce que ça existe encore et c'est un problème, puisqu'ils ne sont pas passés par des installations de tri, on ne peut pas présumer de leur caractère ultime. Également la mise en place d'un comité de suivi permanent du plan auquel nous pourrions participer et qui permettrait de manière annuelle d'en corriger les prescriptions, et puis également la possibilité d'avoir une révision carrément du plan à mi-parcours. Voilà, puis nous avons aussi, parce que c'est très important dans ce combat entre guillemets, nous sommes beaucoup rapprochés des élus, parce qu'on croit beaucoup au partage du sens de ce que nous faisons avec eux. On s'est aperçu qu'ils ne nous connaissaient pas suffisamment, donc on a commencé par lister l'ensemble des élus, députés et sénateurs de nos deux régions, et puis à partir du moment où les discussions sur le plan ont commencé, on leur a envoyé notre projet de contribution et on les a invités à des visites. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, on a presque touché un quart des députés, notamment lors du passage du texte à l'Assemblée. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on s'est donc trouvé avec des adhérents qui étaient dans des situations tout à fait critiques en fin d'année, parce qu'il manquait de capacité d'enfouissement. Il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un lundi, vous ne savez pas où vous mettrez vos déchets le lundi qui suit, et vous ne savez pas non plus si vous ne devrez pas mettre la clé sous la porte. Donc on a eu des situations qui étaient vraiment pas loin d'être dramatiques. Et en passant par la région, et c'est pas parce que je suis du Puy-en-Velay, mais là pour le coup je salue le travail qui a été fait par le président Wauquiez et ses équipes. En passant par la région, nous avons pu faire passer pour 12 adhérents d'Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons pu faire passer des demandes de dérogation sur le mois de décembre qui concernaient 17 000 tonnes. Il y en avait certains qui demandaient 700 tonnes d'ici la fin de l'année seulement. Et nous avons obtenu de faire réouvrir des installations qui étaient fermées parfois à leur tonnage depuis plusieurs mois. Donc voilà, il y a une voie qui s'est créée, il y a un chemin, et donc il va falloir certainement en 2020 qu'on continue, parce que... Et ouvrir encore sur d'autres régions. Et ouvrir sur d'autres régions, bien sûr. Je témoigne pour Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a parlé tout à l'heure en conférence des présidents de région de la transposition de ces actions sur d'autres périmètres. Et peut-être un petit mot. Alors donc l'idée, c'est de faire un état des lieux, la participation aussi à la création de cet indice aussi, puisque finalement vous allez aussi questionner, solliciter les différents acteurs et les entreprises adhérentes. Absolument. Donc on a sélectionné avec Paris un certain nombre d'adhérents locaux qui étaient représentatifs de par les tonnages enfouis. Nous sommes en train de répondre à l'indice qui est chapeauté par KPMG. Ce qui lui donne toute crédibilité, et l'indice devrait sortir dans le courant du mois de janvier. Mais c'est vraiment un indice qui est très important. Moi, pour vous donner une idée, par exemple, mon entreprise, le tarif de stockage hors TGAP que je payais il y a 1 an jour pour jour, c'est-à-dire fin 2018, c'était 56 €. Et dans 10 jours, je vais payer 105. Voilà. On peut dire que c'est presque le mot de conclusion, en gardant quelques lueurs d'espoir grâce aux travaux aussi que vous menez pour faire évoluer cette
cette problématique majeure du stockage. Merci à vous, Mathieu Charrère. On va poursuivre avec Manuel Burnand pour cette fois-ci ouvrir sur un autre sujet évidemment majeur, la question des filières REP. L'article 8, notamment du projet de loi, prévoit la création et l'extension de certaines filières REP et légifère aussi sur leurs principes généraux. Alors peut-être déjà dans un premier temps faire un état des lieux. On ne va pas parler du bâtiment, comme je disais, on va élargir à tous les autres, parler de tous les autres, mais le bâtiment, ça sera avec Erwan Lemeur. Donc peut-être un état des lieux du paysage REP en France là, à la fin de cette année. Oui, déjà pour rappeler qu'il y a deux sujets, il y a deux types de gisements de déchets. Il y a les gisements des déchets ménagers et il y a les gisements de déchets industriels, que les REP se sont en premier lieu attachés à traiter la question des déchets ménagers. Et il y a un glissement maintenant sur la partie industrielle. Donc on l'a vu sur la partie des D3E, on a commencé sur le ménager et puis maintenant ça arrive à structurer le professionnel. Ce qu'il faut voir, c'est que la partie professionnelle impacte forcément l'actualité, les marchés de nos entreprises qui sont en B2B avec les producteurs du déchet. Et donc voilà, donc là on a un choc, on va dire, qui rencontre, je dirais, les dispositions réglementaires avec le business tel qu'il est organisé aujourd'hui. L'autre élément, c'est ce glissement, j'allais dire, du citoyen vers le consommateur. C'est-à-dire que, historiquement, les collectivités supportaient le coût du traitement des déchets et elles ont voulu, grâce au REP, faire porter de plus en plus la responsabilité financière sur les metteurs en marché. Et donc, voilà, cette dynamique des REP qui est très rassurante pour le gouvernement, puisque voilà, elle a un responsable sur le qui taper, qui assure une traçabilité, qui assure une surveillance des opérateurs, et qui est là pour compenser la partie financière. Alors ça, c'est ce qui se passe en France. Est-ce qu'on peut comparer un petit peu à ce qui se passe ailleurs en Europe ? Oui. Alors le principe de la REP, il est établi dans tous les pays d'Europe, mais effectivement, il est diversement appliqué. En Espagne, on a des éco-organismes par chaque région espagnole, donc il y a des spécificités. En Belgique, on a une organisation avec... moi, j'ai toujours en mémoire l'histoire des piles, où je crois que la Belgique avait un taux de collecte des piles de 98%. Enfin, ouais, il y a des adaptations comme ça. Sur les déchets industriels et commerciaux, il y a vraiment un lien avec les opérateurs. En Allemagne aussi, il y a certains opérateurs qui sont eux-mêmes éco-organismes. Donc voilà, on a quand même une grande diversité dans l'application. Et effectivement, là-dedans, la France, on va dire, est souvent vue comme la championne des REP, avec aussi, je dirais, des palmes d'or. On citait sur l'exemple des 3E, où les éco-organismes français sont cités en exemple sur la performance française, tant en termes de taux de collecte que de taux de performance de valorisation. Alors ça, on a repassé en revue, on va dire, les REP et du point de vue aussi européen. Maintenant, la vision que peuvent en avoir les recycleurs justement sur ce sujet-là. C'est quoi votre vision ? La vision des recycleurs, c'est que voilà, c'est à la fois une opportunité, mais c'est aussi une contrainte. Ça vient organiser le marché de manière différente. Alors, dans les faits, ça a créé des milliers d'emplois, puisqu'en fait, on a dû avec ce financement et ces obligations de monter en taux de recyclage. C'est aussi pour faire le lien avec le sujet précédent. Si on recycle plus, on met moins en décharge. Donc c'est une vraie opportunité de ce point de vue-là. Voilà. Maintenant, ce que demandent les entreprises, c'est de dire voilà, quand ça fonctionne bien, ne dérangez pas tout ce qui fonctionne. On a des sujets comme justement les déchets industriels et commerciaux où on a des excellentes performances. Il y a la question de la couverture des coûts. Qui dirait, au sens du droit européen, dit 80% de la couverture des coûts, mais qu'on a déjà des filières qui rapportent de l'argent aux metteurs en marché. Voilà, c'est quand même une complexité. Donc ça veut dire qu'au-delà des principes, voilà, il faut absolument travailler avec les acteurs et on a ce dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Même si on a un certain dogme, je dirais, de la DGPR là-dessus, voilà, on fait rentrer dans le jeu l'ensemble des parties et on peut considérer qu'on est écouté. Donc pour dire, voilà, on leur dit, écoutez, ne cassez pas des systèmes qui marchent. On est conscient qu'il faut amener plus de traçabilité, de data. Ça, c'est quelque chose qui pêche un peu. Et on dit, là, à minima, peut-être que les metteurs en marché peuvent payer cette collecte des données. Donc voilà, c'est énormément de discussions au cas par cas. Il y a une REP qu'on a poussée, qui est celle des bouteilles de gaz, parce qu'on avait un certain nombre de déchets orphelins sur les sites. Donc voilà, il y a des cas où on est moteur. Il y a tout un tas de discussions sur la REP, sur le véhicule hors d'usage, qui était déjà existante, je dirais, puisqu'en fait les producteurs payent sur l'élimination des pneus issus du démantèlement des voitures. Mais voilà, donc après ça, il y a une volonté de l'État de renforcer, d'améliorer. On avait sur l'histoire des gaz à effet de serre, les fluides frigorigènes,
Donc ils ont fait ça fait grand bruit, les gens se sont équipés. Maintenant, quand on regarde bien, grosso modo, c'est bien récupéré. Puis il n'y a pas forcément le plein dans les véhicules quand ils arrivent au bout de 20 ans. Donc voilà, en gros, les messages qu'on passe, c'est prenez en compte la réalité et travaillons de manière intelligente. Et ce qu'on se montre surtout, c'est d'être associés. Alors pas dans la gouvernance, parce que c'est pas possible. On peut pas. C'est vraiment les metteurs en marché qui sont à la manœuvre. Mais un point qu'on a obtenu, c'est d'avoir un comité stratégique pour chacune des filières REP où les parties prenantes sont écoutées, sont entendues, peuvent donner leur avis. C'est quand même nos entreprises qui font les investissements. Donc voilà, c'est quand même la moindre des choses qu'on soit entendu. Alors comment vous la voyez? Parce que justement, vous, ce que vous défendiez, c'était une troisième voie en vous disant qu'une filière REP, bon, même si elle est efficace, vous l'avez dit, elle ne nécessite pas nécessairement la mise en place d'une gestion, par exemple, au travers d'un éco-organisme ou d'un système individuel. Donc là, on sent que bon, cette idée de troisième voie n'est pas vraiment retenue à l'heure actuelle. Comment on peut voir cette perspective? Ce qu'on voit, c'est que même si dans les faits, sur la partie, je dirais, de la loi, c'est pas entré en vigueur, c'est pas acté. Sur la partie réglementaire, on sent une vraie ouverture de la DGPR. C'est-à-dire qu'ils nous l'ont dit. Enfin, on a eu des conférences avec eux, des échanges. Ils nous ont dit voilà, on va tenir compte de vos avis et on va regarder comment, dans le détail de l'organisation, on peut acter, ne pas casser ce qui fonctionne. Donc voilà, on est assez confiant. On a bien conscience qu'il y a encore beaucoup de travail pour organiser ça de manière intelligente. Et puis, les metteurs en marché eux-mêmes sont pas volontaires. Ils n'ont pas envie de rajouter des coûts. Donc voilà, globalement, les intérêts, je dirais, des recycleurs et des metteurs en marché se rencontrent. Donc voilà, maintenant, il faut arriver. La difficulté, c'est qu'il faut arriver à se mettre d'accord sur la REP des déchets, des emballages industriels et commerciaux. C'est quand même une multitude de marchés différents, de complexité. Voilà, et donc il faut arriver à faire des propositions qui conviennent à l'État sur un temps malgré tout très court. Donc voilà, ça c'est aussi ce qu'évoquait Mathieu, c'est le temps. Il faut arriver à établir des nouveaux procédés. Mais clairement, voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive collectivement à amener plus de données. Donc faites la démonstration que la France tient ses objectifs dans l'ensemble de domaines. Voilà, et puis de toute façon, c'est pas terminé, comme le disait Marta de Sidrac aussi, encore une commission mixte paritaire et encore peut-être aussi de nouvelles avancées et discussions sur le sujet. Pour moi, le dernier point qui me paraît très intéressant, c'est vraiment la question de la recyclabilité, puisque voilà, il faut quand même que les choses soient recyclables pour qu'on puisse les recycler. Et l'introduction de ce principe dans l'éco-modulation et qu'on puisse avoir voix au chapitre pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et que ce soit pas simplement que les metteurs en marché qui arbitrent ces questions de recyclabilité, ça c'est quand même une grande victoire. Et on a été entendu depuis des années, on martèle ce point. Ça a été entendu, je dirais, à tous les étages, y compris au niveau européen, où maintenant, voilà, on intègre ce critère de la recyclabilité et de l'incorporation des matières. Donc ça, c'est ce qu'il faut voir, c'est que on a quand même un grand glissement par rapport à ces REP qui étaient avant sur traiter le sujet du déchet, donc la phase finale, et maintenant qui remonte vers l'amont sous deux angles, c'est-à-dire l'éco-conception, la recyclabilité et l'incorporation de matière. Et donc là, on peut dire que la loi est une très très grande avancée de ce point de vue-là, puisqu'on va maintenant avoir créer des débouchés sur nos matières premières issues du recyclage. Voilà, il va falloir que l'Europe se gère sur ces déchets, même si les produits ont été fabriqués en Asie, c'est quand même sur le territoire français et européen que de plus en plus, il va falloir qu'on s'organise pour amener des modes de valorisation. Et c'est une demande citoyenne, l'économie circulaire, c'est quand même de faire en local, dans la mesure du possible. Et puis c'est une ressource, il ne faut pas l'oublier, le déchet c'est la ressource. Si on veut s'affranchir des matières fossiles, on a la mine urbaine qui est autour de nous, c'est les chaises sur lesquelles on est assis, c'est les tables, c'est voilà. Et tout ça, il faut arriver à en faire quelque chose d'intelligent à moindre coût pour l'environnement. Voilà, un aspect positif et les avancées aussi de cette loi dont on voulait parler ce soir. Alors, avec votre voisin Erwan Lemeur, donc président de FEDEREV BTP, on ne va pas parler de BTP mais de bâtiment, comme je disais. Absolument. Je pense que c'est important de préciser les choses et je vais commencer par repréciser un certain nombre de choses parce que la sénatrice a pu évoquer le sujet mais très rapidement tout à l'heure et on voit qu'on est en pleine actualité donc ça mérite de bien préciser les choses et de montrer là où on en est. Et effectivement, c'est le chantier, je dirais. C'est le chantier actuellement. C'est très compliqué. Je vais essayer de reposer un minimum les choses. De quoi parle-t-on? On parle de déchets de bâtiments, et exclusivement de déchets de bâtiments. Mettons de côté tout le sujet travaux publics, et en particulier les 200 millions de tonnes de terre dont on peut parler régulièrement. On a le chantier du Grand Paris Express en ce moment, on n'en parle pas dans le projet de loi, c'est pas le sujet. Donc on parle de chantier de bâtiments. Il s'agit donc de parler de démolition de bâtiments, il s'agit de parler de rénovation, et il s'agit de parler de chantier de construction neuve. C'est 46 millions de tonnes. 46 millions de tonnes qui ont été
validé, je dirais, par l'étude faite par les 14. Les 14, c'est 14 fédérations qui se sont associées, dont Fédérec. Il y a un certain nombre de représentants d'autres syndicats ou fédérations qui sont dans la salle aujourd'hui, des distributeurs de matériaux de construction, des producteurs de matériaux de construction, d'autres syndicats d'entreprises de recyclage, mais aussi les entreprises de construction, avec notamment la Fédération française de bâtiments qui a pu piloter l'étude. Et donc, c'était ce consortium, je dirais, de fédérations, de 14 fédérations, a abouti effectivement à valider ce chiffre de 46 millions de tonnes dont on parle. 46 millions de tonnes qui proviennent de 6 millions de tonnes issues des chantiers de construction neuve, 23 millions de tonnes issues de chantiers de démolition et 17 millions de tonnes provenant des chantiers de rénovation. Donc ça, c'est important de noter effectivement les ordres de grandeur ici. Alors, on parle de REP bâtiment depuis quelques temps maintenant. Je vais essayer de refaire un historique autour de ça. Comment l'idée d'une REP appliquée aux déchets du bâtiment est arrivée dans le débat. Il n'y a aucune obligation de l'Europe, donc on peut parler de surtransposition peut-être, une forme de surtransposition quelque part ici. Alors on sait qu'il y a une demande de l'Europe sur les DEIC, les déchets d'emballage industriels et commerciaux. Mais là, c'est pas le cas. Donc, sur les déchets du bâtiment, c'est la France qui a décidé, effectivement, elle seule, de mettre sur la table le sujet d'une REP bâtiment. Et c'est le rapport Vernier qui est sorti en mars 2018, donc Jacques Vernier, qui, après avoir consulté très peu sur la question des déchets du bâtiment, a sorti cette idée-là. Et donc l'idée a fait son chemin, notamment au ministère, jusqu'à arriver en juillet 2019, avoir été écrite dans le premier projet de loi économie circulaire. Donc c'était en juillet 2019. Et juste après, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu l'affaire du maire de Signes. Oui. L'affaire du maire de Signes, tout le monde en a entendu parler. Ce maire qui a essayé d'empêcher une entreprise de bâtiment de déposer des déchets dans le Var sur sa commune. Et voilà, on connaît la fin très malheureuse de cette affaire. Et je dirais que le ministère, la ministre en particulier, a aussi joué un peu de ça pour enfoncer le clou de cette idée de REP bâtiment. Et avait dans le même temps, évidemment, et Martha Sidrac est partie, mais elle connaît extrêmement bien le sujet de la décharge sauvage de Carrières-sous-Poissy. C'est 7000 tonnes sur la plaine de Carrières-sous-Poissy qui ont été déposées probablement pas par des artisans connus sur la place, respectés et respectables, mais plutôt par assez largement des particuliers et dans des entreprises qui ne sont pas forcément déclarées. C'est ce qu'on peut constater en tout cas lorsqu'on regarde les images des dépôts sur ce site. Mais on a vu beaucoup d'images aussi sur ce qui s'est passé autour de la gare d'Aix en Provence avec cette route jonchée de déchets de bâtiments. Et tout ça a permis, je dirais, au niveau médiatique aussi, de largement appuyer cette idée qu'il fallait faire quelque chose sur les déchets de bâtiments. Alors, on nie pas le fait qu'il faille faire quelque chose sur les déchets du bâtiment. Tout n'était pas parfait, et en particulier pour les petits chantiers. Mais il y avait peut-être d'autres façons de faire les choses de cette façon-là. En tout cas, là, on va vers une REP. Clairement. Oui, alors on n'est pas fondamentalement opposé à l'idée d'une REP, mais il y a un certain nombre de propositions que les 14 fédérations ont faites. Manuel a parlé de troisième voie tout à l'heure concernant un système de REP. Il y a effectivement un certain nombre de choses que l'on souhaitait proposer. Et donc on a rencontré, ces 14 fédérations ont rencontré la ministre le 5 septembre dernier. Et la ministre nous a annoncé à cette occasion-là qu'elle souhaitait mener une étude, ou faire mener à l'ADEME une étude de préfiguration de la REP. Et elle nous a dit à cette occasion qu'elle souhaitait aussi que les fédérations soient largement associées à l'étude de préfiguration. Ce qu'on attend toujours, puisque a priori l'ADEME est en train de travailler seule sur le sujet, ce qu'on a tendance un peu à regretter. En tout cas, très clairement, et Martha Sidrac l'a dit tout à l'heure, les sénateurs nous ont largement écoutés, puisque l'idée de système équivalent avait été, je dirais, mis en avant par les sénateurs. Dans le texte sorti du Sénat, il y avait cette idée-là, et on sait maintenant que après le passage à l'Assemblée, là,
on a uniquement l'idée d'une REP bâtiment qui est évoquée, et il n'y a plus question de système équivalent. Très concrètement, on sait que le Premier ministre, le sujet est monté au Premier ministre, et c'est le Premier ministre qui a tranché le sujet il y a 15 jours environ. Donc on en est là. On sait qu'il y a une REP bâtiment qui va sortir de cette loi. Alors on peut attendre effectivement le résultat final de la commission mixte paritaire dont elle parlait tout à l'heure, qui pourrait avoir lieu en janvier. Mais je pense que la messe est assez largement dite, je crois, et qu'il va falloir maintenant travailler assez concrètement sur ce qu'on appelle le réglementaire, les décrets qu'il va falloir appliquer autour de cette idée de REP bâtiment. Alors, il y a un certain nombre de sujets qui restent à travailler concrètement, qui sont la liste des matériaux qui vont être concernés par cette REP bâtiment. On croit aussi à l'idée qu'il faut notamment axer le travail sur les petits chantiers et pas sur les gros chantiers, parce qu'on sait que les gros chantiers sont largement organisés depuis une dizaine d'années maintenant pour bien faire les choses, même s'il y a un certain nombre de choses importantes à faire en matière de traçabilité, d'observatoires à créer, y compris sur les gros chantiers. Mais il y a un vrai travail probablement à réaliser sur les petits chantiers de manière plus précise. Et là, il y a un certain nombre de choses qu'on peut proposer encore au niveau de la rédaction des décrets qui sortiront. Voilà en quelques mots les choses. Il y a d'autres choses dans le texte de loi qui sont notamment très intéressantes, enfin pour nous. Oui, ça peut être important de souligner. Je crois, absolument. Il y a cette idée de diagnostic déchets, du renforcement du diagnostic déchets, alors que j'aime appeler et qu'on aime appeler chez FEDEREC BTP diagnostic ressources. Je rejoins complètement l'idée de Manuel de la mine urbaine ici. On pense réellement qu'il faut injecter de la matière grise dans les chantiers de démolition et de rénovation, de façon à pouvoir mieux qualifier les déchets qui vont sortir de ces chantiers de démolition et de rénovation, que les recycleurs ont énormément de choses à apporter aussi à ce diagnostic-là, parce qu'on est les sachants en matière de filière. Et de ce point de vue-là, FEDEREC a souhaité proposer un cadre de formation pour créer un métier, le métier de diagnostiqueur ressources, diagnostiqueur déchets, un peu comme il peut exister en matière de cité sol pollué ou à amiante. Donc FEDEREC a travaillé là-dessus, a proposé des choses au ministère en la matière, et on va continuer à tenir les choses là-dessus, de façon à ce qu'il puisse y avoir une formation qualifiante pour des bureaux d'études sur le diagnostic déchets, le diagnostic ressources, et on souhaite effectivement que les recycleurs puissent apporter tout leur savoir-faire à ce diagnostiqueur, à cette formation de diagnostiqueur, sur notamment toute la partie filière. Et on a un certain nombre de choses à apporter là-dessus. On rejoint ici le sujet de l'éco-conception aussi. On rejoint aussi l'idée de BIM. Vous savez que derrière le BIM, l'idée de maquette numérique, lorsqu'on construit un bâtiment, on peut aussi apporter là aussi de la matière grise, et l'idée d'étudier la recyclabilité des matériaux de construction qu'on met en œuvre dans un chantier. Et tout ça, c'est assez lié. Le diagnostiqueur pourra aussi apporter son savoir-faire en matière ou sa connaissance en matière de recyclabilité des matériaux de construction sur des chantiers neufs qui seront mis en place. Donc l'idée de diagnostic déchets, diagnostic ressources nous plaît beaucoup, et on a beaucoup de choses à faire pour s'y associer. Voilà. Encore un point positif et une avancée qu'il fallait souligner. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets d'actualité? N'hésitez pas, il y a des micros qui peuvent... Voilà, il y a une main qui se lève. Je vous en prie, on va vous passer un micro. Normalement, ça doit marcher. Allez-y. Vous pouvez en prendre un, peut-être, il est branché? On va en prendre un sur scène qui fonctionne. C'est bon? Oui. Voilà. Ok. Oui, Catherine Moncel, éco-circulaire. J'avais juste justement, vous parliez de matériaux de construction. On voit de plus en plus de chantiers qui s'engagent dans la déconstruction sélective en vue d'un réemploi de certains matériaux. Donc, comment se positionne FEDEREC BTP par rapport à ça, au réemploi de matériaux pour aller sur d'autres chantiers? Oui, alors il y a deux choses qui me paraissent très intéressantes dans votre question. C'est effectivement l'idée que les grands groupes de la construction, mais les plus petits aussi, s'intéressent de près à cette question-là, à travers la production de déchets en mélange amoindris. C'est-à-dire qu'ils veulent produire sur les chantiers moins de déchets en mélange qu'auparavant, et plus triés sur les chantiers qu'auparavant. Et là, on a aussi des choses à leur apporter, notamment en matière de contenants.
il faut qu'on arrive à développer des contenants spécifiques, des contenants différents, des contenants de plus petite taille parfois, pour s'adapter à leur chantier. Ils ont quand même deux contraintes importantes. Ils ont souvent des problématiques de place sur le chantier, sur les chantiers urbains en particulier, mais ils ont aussi des problématiques de temps, parce qu'il faut souvent aller vite pour terminer les chantiers, et la vitesse ne permet pas forcément de bien trier. Donc ça, c'est quand même un point important. En tout cas, ils s'intéressent de près à cette question, notamment autour de ça. Et puis sur la question du réemploi, je pense qu'effectivement, chez Fédérec, on a aussi des choses à apporter là-dessus. J'ai parlé de la formation diagnostiqueur tout à l'heure. Dans le diagnostic déchets, il y a forcément une partie des déchets ou des matériaux de construction en fin de semi-vie, je dirais, parce qu'ils peuvent retrouver une deuxième vie derrière. Et là aussi, on a, nous, entreprises de recyclage, des choses à apporter en s'inspirant d'un certain nombre de modèles existants. Certains d'entre nous, ici, ont des magasins de pièces détachées de véhicules hors d'usage. On sait faire des choses en la matière. Donc il y a des parallèles à tracer de ce point de vue-là. Mais il faut pas se leurrer. Le réemploi restera assez minoritaire sur les quantités. Par contre, sur la qualité, il y a vraiment des choses à réaliser. Et souvent, par le réemploi, on peut aussi faire des chantiers exemplaires. Et l'exemplarité, elle sera sur la totalité du tri sur le chantier et du recyclage in fine. Donc le réemploi, c'est important parce que c'est un gage de qualité sur le chantier, mais il ne faut pas se leurrer, on ne pourra pas tout réemployer. Il y a des problèmes d'assurance en particulier, des problématiques juridiques ou d'obsolescence de produits qui se posent. Et c'est des questions qu'on regarde évidemment de près avec un certain nombre d'associations, notamment autour des promoteurs immobiliers qui s'intéressent de près à cette question-là, des gens comme Circolab ou des gens comme ça. Vous avez une question, madame? Oui, moi, je reviens encore sur les déchets. Ça marche, oui. Oui, normalement. Non. Il faut pas. En fait, il faut pas cacher l'antenne en bas, mais voilà, si vous la tenez bien, tout va bien. Ça va, c'est bon. Non, à propos des déchets sauvages, des dépôts sauvages, c'est quand même une grande question qui se pose aujourd'hui entre les déchetteries de collectivités, les déchetteries professionnelles. Rapprochez votre micro de votre bouche. Ah, pardon. Ça marche mieux. Ça marche beaucoup mieux. Où est-ce qu'on en est, voilà, en termes de déchetterie? On a une vraie proposition qui est née chez Fédérec et qui est en train, je crois, de sortir là dans les textes et je crois vraiment au réglementaire aussi, aux décrets qui sortiront de cette loi. On a proposé l'idée de mettre en place territoire par territoire, le territoire étant défini par le syndicat ou la communauté urbaine, la communauté d'agglomération, maître d'ouvrage des déchetteries publiques. Donc territoire par territoire, on souhaiterait qu'il y ait une convention signée entre la collectivité, les entreprises de distribution locale et les entreprises de déchets recyclage locales, de façon à pouvoir organiser, si la collectivité le veut, mais il y a une majorité de collectivités qui le veulent, la fermeture progressive des déchetteries publiques pour qu'on puisse y avoir une orientation des déchets, des artisans qui arrivent dans ces déchetteries publiques vers des équipements privés qui seraient montés soit chez les distributeurs de matériaux de construction lorsqu'ils le souhaitent, soit directement chez les entreprises de déchets ou les entreprises de recyclage locales. C'est ça qui pourra faire vivre aussi l'économie locale, l'écosystème local. Et on a fait cette proposition. Elle a été retenue au niveau du Sénat. À regarder maintenant comment ça va sortir de l'Assemblée. Mais en tout cas, au niveau du réglementaire des décrets, on s'attachera aussi à faire en sorte que ça sorte et qu'il y ait cette obligation territoire par territoire de signature de ces conventions et qui soit suivie par les plans régionaux. On sait que les plans régionaux vont être révisés tous les 2-3 ans. Et ben, on souhaite que ces conventions locales-là, territoriales, soient suivies au niveau des plans régionaux, de façon à ce que le territoire régional soit entièrement couvert par ces conventions territoriales-là. Pas d'autres questions? Non. Bah, écoutez, je peux vous remercier, messieurs. Merci beaucoup pour cette première intervention.
Alors après cette première table ronde consacrée à l'actualité, on va regarder de près certains secteurs et se demander quel bilan on peut tirer de cette année 2019. Vous allez le voir, pour certaines filières, la situation est difficile, encore difficile, on peut le dire. Aussi, quelle vision prospective avoir. Je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais vous allez le voir tout de suite avec les intervenants, quels sont les 3 secteurs retenus. Donc j'invite à me rejoindre Madame Marie-Pierre Mescam et Messieurs Pascal Geneviève et Christophe Vian. Je vous en prie, venez me rejoindre sur scène. Madame, Messieurs. Bonsoir. Bah oui, installez-vous à côté de moi, je vous en prie. Bonsoir. Donc je vais vous présenter les uns les autres. Évidemment, on va tout de suite comprendre de quoi vous allez nous parler à tour de rôle. Marie-Pierre Mescam, bonsoir, merci d'être avec nous. Donc présidente de Fédérec Métal. Dans un instant, on va s'intéresser à la fois aux ferrailles, mais aussi aux métaux non ferreux. Voilà, on va vous demander d'ouvrir un petit peu votre horizon, si je puis dire. À vos côtés, Pascal Geneviève, donc qui est président. Bonsoir, merci d'être avec nous, président de Fédérec Papier Carton. Voilà, donc évidemment, on va parler dans un premier temps de papier et après de carton, évidemment. Bonsoir. Et puis Christophe Vian, bonsoir, donc là, président de Fédérec Plastique. Alors je commence par vous, Marie-Pierre Mescam, donc n'hésitez pas à prendre un micro pour commencer d'abord par nous parler des métaux ferreux. Bonsoir à tous. Donc une année 2019 un peu plus compliquée que 2018. Bon, on l'avait déjà vu arriver, donc pas une grande surprise. Un premier semestre qui s'est plutôt bien passé, aussi bien au niveau des volumes que des prix. À partir de l'automne, ça a commencé effectivement à devenir un tout petit peu plus compliqué. Les prix ont baissé successivement pour avoir une baisse, on va dire, globale entre 50, 75, 80 euros selon les qualités et l'hexagone, enfin si c'était en France, en Espagne, l'Italie, puisque les métaux ferreux voyagent un tout petit peu quand même. Sur les métaux ferreux, effectivement, ce ne sont pas des gros prix comme sur les non-ferreux, donc la part transport est assez importante et la part de main-d'œuvre également. Donc à partir du moment où les prix commencent à baisser fortement, on sent déjà une légère réfaction et la collecte qui devient un peu moindre. Donc les volumes ont fortement baissé sur les 2 derniers mois, ce qui nous a permis, depuis le mois de novembre, de revoir quelques prix à la hausse et de nouveau d'avoir des prix qui tiennent pour la fin de l'année. Donc ça, c'est un petit peu sur les marchés et la production. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés aussi qui ont peut-être été soulignées sur certaines entreprises ? Oui, effectivement. Donc, y compris chez les récupérateurs, nous avons de gros acteurs, notamment aux États-Unis, comme Sims Metal, qui est le plus gros recycleur mondial, qui est présent dans 18 pays. Et ils ont annoncé une perte de 30 millions d'euros suite à la dégradation de leur prix de stock, en fait. Donc effectivement, ça prouve bien que l'incidence sur les prix est vraiment très importante. Ensuite, les magazines spécialisés comme les Échos, par exemple, ont lancé des alertes rouges sur les sidérurgistes, notamment Arcelor. Les marges, effectivement, ont énormément baissé au 2019 et les marges des industriels sont au niveau les plus bas depuis 10 ans. Donc voilà, quelques difficultés. Après, les ralentissements des marchés de l'automobile, tout le monde connaît effectivement les nouvelles normes qui doivent être mises en place et la difficulté qu'a l'industrie automobile. D'ailleurs, il y a beaucoup d'alertes pour l'année 2020. Sans parler de la guerre économique, effectivement, Trump et la Chine, qui a aussi un impact sur le prix des matières. De toute façon, la Chine, on va en parler à travers aussi nos 2 autres intervenants. Je crois que ça va revenir régulièrement. Alors, puisqu'on aborde quand même aussi des points positifs, on peut parler quand même des bénéfices environnementaux quand même du recyclage dans ce secteur. Voilà, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Donc effectivement, en ce qui concerne notamment l'acier, tout le monde a bien compris la facilité de recyclage et les avantages pour les bénéfices environnementaux. Il faut savoir que quand on recycle une tonne d'acier, on fait une économie de 58% d'émissions de CO2, donc c'est pas négligeable.
Alors nous, ce qu'on souhaite, et une des choses pour lesquelles on milite, et on est très content que aujourd'hui, notamment Uric vient aussi de publier plein d'articles, et il y a les Green Deal qui sortent aussi sur l'Europe. Ce qu'on souhaiterait, c'est que nos industries, notamment en France, où il y a énormément d'industries, de filières électriques, puissent bénéficier de façon sonnante et trébuchante de leur effort à la réduction des émissions de CO2. Et ça s'adresse pas uniquement à l'industrie, enfin à la filière électrique, puisque on a aussi des hauts fourneaux, notamment détenus par Arcelor, qui sont bien conscients que pour arriver à une neutralité carbone qui se profile pour les années 2030-2050, l'incorporation de matières premières issues de recyclage et notamment de ferraille est l'un des leviers. Et on souhaiterait qu'effectivement, de façon monétaire, toutes ces entreprises aient un avantage, parce qu'on compare toujours effectivement la matière première issue du recyclage à la matière fossile. La matière fossile a un cours. À partir du moment où la matière première issue du recyclage coûte plus cher que la matière fossile, voilà, on va dire que le petit cœur du porte-monnaie, il est toujours là. Donc, on voudrait que nos industries aient un avantage monétaire. Alors, on va revenir à un sujet qui fâche, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est la réduction de capacité à l'enfouissement. Hein. Voilà. Bah alors, ça a été extrêmement bien expliqué par Mathieu. Donc, c'est vrai que pour nos entreprises, encore une fois, nous faisons de la matière première issue du recyclage. Tout ce qui va être produit comme déchets, pour nous, c'est un coût et ce n'est pas notre métier. Mais on sait que malgré toutes les inventions, et Dieu sait que notre profession ne manque pas d'imagination, les investissements pour aller au bout du tri, tous les patrons qui sont ici pourraient vous en parler de la manne financière qui est investie. Aujourd'hui, on sait qu'il y a toujours une part infime de matière, même si de déchets qu'on ne pourra pas traiter. Alors, on a évoqué le CSR qui pourrait être une voie. Mais effectivement, le timing est un peu compliqué pour nous. On a des entreprises qui ont dû, notamment l'année dernière, mettre certaines activités en sommeil parce que faire du recyclage, malheureusement, ça produit aussi du déchet. Et à partir du moment où on n'a pas de solution pour nos déchets, on arrête de faire du recyclage. Donc, c'est quand même un peu particulier. Bon, alors vous avez parlé d'une fin d'année difficile. Quelle prévision on peut avoir pour 2020 ? Est-ce qu'on peut être optimiste ? On peut être optimiste. On va dire que pour le moment, malgré la filière automobile qui tire un frein, on pense que en ce qui concerne les aciers, il n'y aura pas de dégradation. Alors même si on est sur des volumes qui sont quand même un tout petit peu plus faibles que 2017, 2018, qui ont été de très bonnes années. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas d'alerte. Nos clients, cependant, nous disent quand même que le premier trimestre, voire le premier semestre, risque d'être un peu dans la veine de fin 2019, et un petit peu compliqué. Maintenant, on sait qu'il y a des capacités de production qui continuent de se réduire, qu'effectivement, on a un minerai de fer qui nous aide aussi pour le moment. Donc, on va dire, bon, allez, soyons optimistes. Allez, un mot aussi quand même des métaux non ferreux. Vous voulez nous parler en particulier de l'aluminium, oui, c'est alors, ça ? Voilà. Alors j'avoue que les métaux non ferreux, c'est pas du tout ma branche, mais j'ai des collègues et des confrères qui sont de très bons professeurs, donc j'ai pris des petits cours accélérés auprès d'eux. Donc j'ai choisi l'aluminium parce qu'après, comme l'acier, c'est vraiment un des métaux qui se recycle très facilement, qu'on trouve dans tous nos objets du quotidien. Et aujourd'hui, les chutes d'aluminium sont majoritairement destinées à l'industrie automobile. Et c'est vrai qu'en cette fin d'année, compte tenu des problèmes que je viens d'évoquer, on a du mal à trouver certains débouchés pour des matières. Je rappelle aussi que la fabrication d'objets en aluminium à partir de matières premières issues du recyclage, c'est une réduction de 92% des émissions de CO2 par rapport à de la matière fossile primaire. Donc voilà. Donc malgré tout, certains sont assez optimistes parce que même si le marché pour 2020 de l'aluminium est annoncé comme excédentaire, les évolutions, notamment de la voiture électrique et de toutes ces réductions, on va dire, d'émissions de CO2, mais d'autres secteurs, laissent à penser qu'on aura besoin effectivement de plus en plus d'aluminium et que à une horizon assez proche, la demande en aluminium devrait augmenter de 40%. Donc
on va dire, encore une note optimiste. Ben, merci à vous, Marie-Pierre Mescam, pour avoir balayé, on va dire, ce secteur et même vous être intéressé à un domaine qui est un petit peu moins le vôtre. Mais c'était important pour cette soirée. Alors, on va poursuivre avec les marchés papier-carton. Pascal Geneviève, président de Fédérec Papier-Carton. Bon, on va essayer de pas plomber l'ambiance avant le cocktail, mais alors comment se porte ce marché ? Mal, très mal. Mais avant de casser l'ambiance de cette soirée, je voudrais rappeler que le papier carton sont des matériaux très fortement récupérés, avec un très haut taux de recyclage en France. On est à 80% de taux de récupération, c'est-à-dire 10% au-dessus de la moyenne européenne. C'est une activité qui a été développée depuis des décennies, avant qu'on invente le mot économie circulaire aujourd'hui à la mode. Ça s'est amélioré grâce à l'ensemble de la chaîne des acteurs, que ce soit les opérateurs que nous sommes, les collectivités, les papetiers. Et je pense que ça reste aujourd'hui, malgré nos difficultés, un très bel exemple, si ce n'est le plus bel exemple d'économie circulaire qui fonctionne à grande échelle. Mais, il y a un mais, nous manquons cruellement de papeterie sur le territoire national. Nous sommes dépendants de nos voisins européens. Pour donner quelques chiffres sans vous assommer, on collecte 7 millions de tonnes annuellement de papier et carton, et l'industrie papetière en France, on consomme 5,4. C'est de l'arithmétique de CM1, il reste 1,6 million de tonnes d'excédent. En gros, ça fait un papier ou carton sur 5, 1 sur 5 à sortir de France pour qu'il soit recyclé. Et donc, nous sommes dépendants de nos voisins européens, pas directement de la Chine, comme on a voulu le dire, indirectement, on va le voir, mais dépendant de nos voisins chez qui nous évacuons, quand tout va bien, nos tonnages. Et quand nos voisins sont complets, eh bien, on a les plus grandes difficultés et on ne sait plus quoi faire de nos matières qui ont pourtant une valeur potentielle. Et nous sommes en difficulté. Et là, au moment où on parle, on vit une double crise. Une sur le carton qui dure depuis le premier semestre et qui s'accentue avec des difficultés d'écoulement qui ont saturé nos sites. Et une sur le papier graphique plus récente qui date du mois dernier avec une grosse difficulté d'écoulement aujourd'hui. Donc on n'est pas très bien en cette fin d'année. Bon, alors vous avez parlé de double crise, on va commencer par parler des cartons. Alors le carton est un matériau dont le caractère très recyclable lui confère un regain d'intérêt. Le carton, je dirais, c'est tendance. Le carton a une consommation qui est stable ou en augmentation. C'est un matériau qui a un taux de récupération on disait 94, j'ai vu les chiffres récemment publiés par Cofepac, la profession des cartonniers, c'est 96% de taux de récupération. C'est sans doute le matériau d'emballage le plus récupéré et le mieux recyclé de l'ensemble de nos matériaux d'emballage. Mais, il y a encore un mais c'est que on est structurellement, je dirais, excédentaire. On est excédentaire, pourquoi ? Parce que quand nous achetons un téléviseur, un grille-pain, un sèche-cheveux, il vient d'où ? Il vient de Chine. Et il arrive comment ? Il arrive dans du carton. L'ADEME a chiffré cet import extérieur à l'Europe qui nous arrive. Pour la France, ça représente 730 000 tonnes. Ça vous parle peut-être pas, mais c'est un carton sur 5. 1 sur 5 qui vient d'ailleurs. Alors jusqu'en 2017, tout allait bien parce qu'on le triait, on l'emballait, on le renvoyait en Chine. Enfin, pas forcément la France, mais à l'échelle de l'Europe, on renvoyait ces cartons en Chine et ils en faisaient du carton qui revenait. C'était une économie circulaire d'un diamètre de 12 000 km, mais un bel exemple d'économie circulaire. En 2018, la Chine a dit stop, j'en veux plus. Enfin, ça s'est réduit en 2018 et en 2019 complètement terminé. Et on a eu des difficultés à évacuer ce surplus européen. Le surplus européen, c'est 8 millions de tonnes sur 56 millions qui sont collectés. Au début, on a évacué ça sur l'Asie du Sud-Est qui approvisionne la Chine en ce qu'on appelle le PPO, papier pour onduler, parce que vous ne savez ou vous ne savez pas que pour fabriquer du carton, la boîte en carton, il faut du papier brun. On met 3 couches et on fabrique le carton. Donc la Chine, qui n'importe plus de matières premières, importe des bobines de papier pour fabriquer son carton. Ses plus proches voisins papetiers sont le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, chez qui elle s'est approvisionnée. Donc on a refait une boucle d'économie circulaire, sauf que ces pays sont moins structurés que la Chine, pour des raisons logistiques, réglementaires, douanières, dont je vous fais grâce. On a une sorte de bouchon, c'est engorgé, sans parler de la récession de la Chine, qui ralentit son activité. Et donc aujourd'hui, on a des grandes difficultés
à évacuer notre carton récupéré. Les conséquences, c'est une baisse des prix, mais ça c'est normal, ça ne nous réjouit pas, mais on est habitué à un cycle des matériaux. Mais surtout, ça c'est nouveau, et les anciens, j'en ai vu dans la salle, pourront dire qu'on n'a pas connu ça depuis des décennies, c'est qu'on n'arrive plus à faire partir la totalité de ce qu'on produit dans le centre de tri. Et ça devient critique parce qu'on ne sait pas où les mettre, c'est dangereux, il y a un risque d'accident, on est en dehors des normes autorisées. Et le pire à venir, c'est les 2 semaines qui viennent, parce que décembre est un très gros mois et on ne sait vraiment pas, ça va être très compliqué, comment nous allons faire. Donc, vraiment pas très positif, si on peut dire. Mais alors, comment ça se passe pour les papiers? Pour papier, c'est un peu différent. Le marché est européen, on va dire. Et là, c'est typiquement lié à la baisse de la consommation de papier journal. Je ne sais pas qui a un journal dans sa poche, mais on en lit de moins en moins. Et les papeteries qui alimentent la presse n'arrivent plus à vendre leurs bobines de papier journal et sont toutes au ralenti. Alors, en Allemagne, qui est un grand pays de papetier, elles sont toutes au ralenti. Elles arrêtent une semaine par mois. En Espagne, on a perdu, là, le trimestre dernier, 1/3 de la capacité de consommation de papier journal, par arrêt d'une machine. En France, on a l'usine Chapelle d'Armelay du groupe EPM qui est en vente et qui est actuellement arrêtée, qui a des arrêts, elle tourne à moins de 50% de sa capacité et elle a lâché, entre guillemets, enfin, elle s'excuse de demander pardon auprès des collectivités locales qui sont orphelines aujourd'hui, enfin, avec des tonnages orphelins. Et on ne sait plus quoi faire des papiers journaux qui sortent des centres de tri. Donc c'est quand même assez compliqué parce qu'il va nous rester en France une seule usine à Golbey qui a une capacité de 450 000 tonnes pour un tonnage global de ce qu'on appelle les sortes à désancrer, un papier journal qu'on a imprimé, qu'on récupère, de 1 400 000. Donc en gros, on essaye de mettre 3 litres dans une bouteille d'1 litre. Donc même sans trembler, on va baver, on va en mettre à côté. Il n'y a pas de place pour tout le monde, c'est juste pas possible. On a réuni là, cette semaine le PSE, dans le jargon, le plan de secours d'écoulement que Citeo a réuni pour constater collectivement qu'on n'avait pas de solution et on ne sait pas quoi faire. Donc on est chacun invité à aller voir les autorités locales et on va demander des dérogations ou la bienveillance des préfets pour trouver des solutions en mode dégradé localement, parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est arrêter les centres de tri. Ce serait quand même un très mauvais signal. Ça fait 25 ans qu'on essaye d'éduquer le citoyen ou nos clients industriels. Si on arrête le centre de tri, on perd un élan. Et c'est vraiment la dernière des solutions. Mais on est à risque. Hein. Un préfet qui voudrait appliquer strictement le règlement en disant « je ne veux pas le savoir », il nous ferme 9 centres de tri sur 10 aujourd'hui. Donc on est obligé de chercher des solutions en mode dégradé, à détourner des flux, trier différemment. Enfin bon, chacun va inventer sa solution. Mais on est obligé d'avoir le concours des pouvoirs publics locaux, parce que c'est eux qui peuvent nous donner des dérogations sur nos modes de traitement habituels. Bon, le tableau est pour le moins sombre. Est-ce qu'on peut avoir quand même des lueurs d'espoir, Pascal? Oui, parce qu'on est d'incorrigibles optimistes dans notre métier. On a vu déjà des difficultés. Il y a quelques espoirs. Alors déjà, personne n'est capable de dire la durée de cette crise. On sait qu'on compte en mois. Hein. C'est pas juste les périodes de Noël. Hein. Ça va pas se résorber du jour au lendemain. On attend quand même une reprise de l'export dans l'Asie du Sud-Est parce qu'il y a notamment l'Indonésie qui était bloquée pour des problèmes très compliqués, réglementaires, on comprend pas tout, qui viennent de se mettre d'accord. On a un espoir que ça reprenne, surtout que la Chine est demanderesse. La Chine a besoin d'acheter des bobines de papier pour onduler pour fabriquer son carton, parce qu'elle continue à nous vendre des biens de consommation en carton. Donc il y a cet espoir, à quelle vitesse ça va reprendre, on ne sait pas, parce c'est comme quand vous êtes dans un bouchon sur l'autoroute, vous ne savez pas si ça va redémarrer dans un quart d'heure, si on avait pour 2 heures. D'ailleurs, on a peut-être dans Paris, c'est pareil. Qu'on vécu ça aujourd'hui. L'autre espoir, c'est le démarrage qu'on attend avec impatience de certaines nouvelles capacités en Europe, capacités de production de carton. Malheureusement pas en France, mais en Europe ou à l'est de l'Europe, qui pourrait nous aider à résorber une partie de notre excédent, pas tout, mais une partie, ce qui détendrait un peu l'atmosphère. Et puis, on espère pour la France, on a le cas de l'usine de Chapelle d'Arblay qui est en vente. On pense que c'est difficile, si le numéro 1 du papier journal n'y arrive pas, qu'un autre fasse mieux que lui. Et l'espoir, c'est que cette usine soit reprise par un papetier qui la transforme en usine pour faire du carton. Et ce qui nous aiderait beaucoup en France,
C'est un site qui a un potentiel formidable, avec un Boracay, enfin, qui peut faire beaucoup de choses. Et on a l'espoir qu'il puisse être repris et continuer une activité papetière, même si ça n'est pas la même. Donc voilà, on n'arrête pas le métier, on ne veut pas arrêter le recyclage, mais on a une crise difficile à passer et qui risque de durer un certain temps. Et on espère que que les pouvoirs publics vont nous aider d'une part, et que l'ensemble de nos adhérents tiendront le coup dans cette période difficile. Merci à vous, Pascal Geneviève. Alors, on va terminer ce tour d'horizon avec les plastiques et Christophe Vian, donc président de Fédérec Plastique. Alors, on a parlé déjà sur cette table ronde de la question de la fermeture de la Chine. Pour le plastique, ça a été la même problématique ? Alors, avant de vous dire que tout va très bien sur le plastique, je vais effectivement pas reprendre ce qu'ont dit Marie-Pierre et Pascal, parce qu'on est exactement dans le même schéma, où depuis 2 ans c'est un peu plus que compliqué. Je vous donne un chiffre simple. En 2017, on envoyait 250 000 tonnes de plastique en Chine. En 2018, un peu moins de 40 000 tonnes. En 2019, quasiment plus. Donc quand on n'envoie pas 250 000 tonnes de plastique en Chine, sur les 900 000 que produise la France, il faut bien les envoyer ailleurs. Les envoyer ailleurs, il y a eu 2 solutions en 2018-2019. Ça a été de les envoyer d'abord sur l'Asie du Sud-Est, qui a été une étape intermédiaire pour envoyer finalement sur l'Asie et sur la Chine également. Mais c'était plus que 40 000 tonnes sur l'année 2018. Il faut bien comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, on se dit où est-ce que j'envoie mon plastique ? Ou qu'est-ce que j'en fais ? On le trie mieux. On se dit il faut vite qu'on évolue, il faut vite que nos installations changent, il faut vite que nos modes de tri changent. Je reprends ce que disait tout à l'heure Mathieu, qui disait « Oups là, attention, les centres d'enfouissement, on vous limite ». Donc tout arrive en même temps, en 2018 et en 2019, où on nous dit « ça va pas très très bien se passer sur le plastique et il va vite falloir trouver des solutions ». Donc on s'organise, on arrive à renvoyer sur des usines européennes, sur des usines françaises. On arrive finalement à évacuer une partie de à vendre une partie de nos volumes, à faire de la meilleure qualité et donc à redistribuer nos flux. Et puis, sans arriver à tout remettre au bon endroit, mais en y arrivant quand même plutôt pas trop mal. Et 2019, on a cette chance, nous, extraordinaire, en milieu de 2019, où les gens nous aiment bien et dans la presse passent des reportages qui, il faut quand même le dire, nous ont fait beaucoup de bien. Et on dit que le plastique était le meilleur ami du français et de l'homme en général. Donc forcément, ça ne nous a pas aidés. Ça ne nous a pas aidés quand on voit des flux qui se retrouvent à l'autre bout du monde et qu'on nous tombe un peu dessus. Alors que 97% de nos flux sont déjà en Europe ou bien triés. Donc il y a eu un plastic bashing qui nous a fait énormément de mal et qui a fait que énormément de choses se sont accélérées. Oui, qu'est-ce que ça a eu comme implication finalement, ce plastic bashing ? Alors le plastic bashing, il a comme une incidence que tout le monde réfléchit très vite et surtout à toutes les réponses. Donc le gouvernement a toutes les réponses, voilà, les gens ont les réponses, les collectivités ont les réponses, nous avons les réponses. Bref, tout le monde a les réponses à tout. Mais tout ça, ça se fait dans l'urgence. Et dans l'urgence, c'est jamais forcément très bon. Donc plein de choses sortent. Je reviens sur l'enfouissement. L'enfouissement, ça ne nous aide pas. Donc comment se retrouver avec ça et comment faire pour que le plastique soit pas l'ennemi juré de tout le monde ? Alors, le plastique est un bon ami. C'est un produit qui se recycle très bien quand il est bien fait, quand il est bien collecté. On y arrive très bien. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont évolué finalement sur certaines choses et notamment l'éco-conception évolue énormément depuis 1 an et demi. Ce qu'a fait la loi, je dis qu'ils ont fait vite, mais ils ont fait des très bonnes choses, et notamment sur l'incorporation matière que nous avons poussé depuis des années en disant comprenez bien que si vous forcez les metteurs sur le marché, les fabricants de plastique à incorporer du plastique recyclé, ça va nous développer à nous, collecteurs et trieurs, la possibilité d'aller chercher des plastiques et de les réintégrer, de les réinsérer dans la fabrication de plastique. Donc on voit un effet qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est de dire je suis capable d'aller chercher plus de plastique, de mettre en face des solutions de collecte et de tri pour pouvoir proposer un plastique au recyclage. De notre expérience que nous avons chez Fédérec, depuis 1 an à peu près, je suis heureux de pouvoir vous dire que nous avons des metteurs sur le marché type grande distribution, type Plasturgis, qui viennent nous voir et qui nous disent voilà, aidez-moi à bien réfléchir. Ok, mon emballage il n'est pas bon, ok, dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Une des premières choses qu'on leur dit, c'est fais un emballage dans une plastique mono-résine, un PET. PET, vous savez ce que c'est ? C'est la bouteille d'eau. Aujourd'hui, vous achetez dans un supermarché une barquette. Si elle est que en PET,
on sait très bien la collecter et on sait très bien la recycler. C'est pas un problème. Et au contraire, on aura une demande derrière. Par contre, quand vous faites des plastiques complexes avec plein de choses dedans, ça devient très compliqué. Regardez un petit peu autour de vous. Moi, je trouve que depuis 6 mois, les choses ont évolué. Dès que vous prenez des emballages, le plastique jetable, hein, la loi qui a eu lieu, elle a évolué. Enfin, les gens ont évolué. Les emballages, c'est plus les mêmes. Déjà, ça a changé. On voit beaucoup plus de carton, des gobelets en carton. Tout ça change. Et tant mieux, parce qu'on bascule sur des choses qui sont plus facilement recyclables. Des emballages. Donc, si vous vouliez vous projeter dans l'avenir, à un horizon 2025, vous pouvez être optimiste finalement? Alors je vais y venir sur mon optimisme justement. Je suis très optimiste sur ce genre de choses où les mentalités évoluent et nos métiers évoluent et on investit dans des outils où il y a de gros investissements faits de la part de notre profession sur ces matériels-là. Il y a de gros investissements faits sur l'étape d'après, les régénérateurs de plastique. Il y a maintenant une demande de la part des intégrateurs, des compounders qui disent « Ah ouais, mais en fait la loi qui va bientôt m'imposer 30% de granulaire recyclé, faudrait que j'y pense. Donc là, comme je vois que tout le monde est en train d'y aller, il faut vite que je me dépêche d'essayer de m'assurer des volumes. Génial, pour nous, grosse opportunité. Je mets un petit bémol dans cet optimiste aujourd'hui. On a malheureusement, nous, contrairement à vous, enfin à toi en tout cas, on a un de nos plus gros concurrents, c'est la matière vierge, le plastique. Vous m'avez trouvé un nouveau mot tout à l'heure, pardon, le plastique, la matière fossile, pardon. Qui effectivement est notre premier concurrent, mais qui est dangereux aujourd'hui parce qu'il est moins cher que le plastique recyclé. Donc aujourd'hui, prendre du plastique vierge, qui a des qualités techniques bien plus faciles à gérer pour un fabricant de plastique, c'est moins cher d'aller acheter du vierge. Donc vous vous rendez compte le problème qu'on a. Donc on a poussé pendant des années le bonus-malus, enfin plein de solutions. On en arrive aujourd'hui où si légalement, si législativement, le fabricant de plastique est obligé d'intégrer du plastique, ça va nous redonner la possibilité de fabriquer et de produire ces plastiques-là. Donc mon optimisme, oui, il est là. On est en train de changer, ce monde est en train de changer. Il faut savoir que de moins en moins, on va pouvoir sortir des frontières de l'Europe, que quand je parle de la législation, je parle de la française, mais il faut ajouter l'européenne. L'européenne a dit quoi ? Attention, notification, c'est-à-dire contrainte extraordinaire si vous voulez sortir de l'Europe. Donc ça serait bien de réfléchir un peu plus franco-français ou européen. Merci à vous. Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions? S'il y a des commentaires. Oui, il y a une main qui se lève. Voilà, on va vous passer un micro. Oui, bonjour, Jean-Luc Demeuse. Vous ne pensez pas que dans les années à venir, avec une augmentation de l'éthylène, de la fabrication d'éthylène, la situation va être encore beaucoup plus problématique? Je pense à l'augmentation d'éthylène en Belgique avec Ineos, ou voire même en Corée avec le groupe Total. J'imagine qu'elle est pour moi la question. Oui. Aujourd'hui, clairement, il y a une grosse crise sur l'éthylène. On est dans un gros problème avec l'éthylène et notamment le rigide, enfin le polyéthylène haute densité, où c'est clairement ce que je disais tout à l'heure, le prix du vierge et du fossile, je vais y arriver, est moins cher est quasiment moins cher que le recyclé. Donc là, on a un problème actuel. J'arrive pas à savoir si ça va redémarrer. Pour moi, on est un peu dans un creux de vague qui va redémarrer. L'éthylène est un très bon produit, facile à utiliser, facile à recycler. Donc, dans ma conviction personnelle, je vous dirais non, je vois pas pourquoi. J'ai peut-être pas votre vision, je sais pas, ou la vision de certains événements dont tu me parles qui pourraient arriver, mais moi, je trouve que c'est un produit facile, utilisable dans tellement d'applications différentes. Le TPE, il y a tellement d'applications et qui sont des grosses consommatrices d'éthylène. Donc pour moi, c'est un bon produit. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il soit à ce niveau-là aujourd'hui. Alors, et le biosourcé. Vous êtes sûr, vous voulez qu'on en parle Le biosourcé. On peut faire une aparté là-dessus. On y est plutôt bien opposé. On pense que ça fait partie de ce genre d'idées, de bonnes idées initiale, de dire voilà, il faut qu'on trouve une autre solution ou quelque chose de différent, mais qui va trop vite, qui ne réfléchit pas assez sur les conséquences du recyclage de ce produit-là et qui nous amène à un produit que nous n'arrivons pas à recycler dans notre process, dans nos process et dans nos procédés. Le trier, c'est difficile, mais on pourrait y arriver. Le recycler, c'est pas les mêmes résines, c'est pas les mêmes pardon, j'ai perdu le. Enfin voilà, c'est pas la même chose. Donc on peut pas le recycler ensemble. Donc à un moment nous sortir quelque chose. Je vois que tout le monde fait machine arrière aujourd'hui. Je ne sais pas recycler un film en biosourcé avec des films en polyéthylène. Je sais pas faire.
Donc il faut que je les sépare. Si je les sépare, j'en fais quoi? Je ne sais pas les recycler. Donc je ne vais pas les mettre en bio en compost parce que je n'ai pas les installations pour. Donc voilà. Il y a une autre question? Oui. Oh là, il y en a même deux. Oui, j'en ai. Pour rebondir sur toujours sur les plastiques, signaler qu'on a eu le 25 novembre une rencontre sur le thème plastique et emballage que M. Carpentier a ouverte et qui était organisée notamment par des laboratoires de recherche français qui ont le label Institut Carnot. C'est un label qui distingue des laboratoires de recherche, d'universités, de centres de recherche, d'écoles d'ingénieurs, de centres techniques industriels aussi, qui sont très engagés dans les partenariats avec les entreprises. Donc, je voulais juste signaler qu'il y a une offre importante du côté des chercheurs, très intéressés à porter leur contribution sur les questions d'économie circulaire, qui est une offre qui est à une certaine maturité maintenant, et qui est disponible. Donc, à l'occasion de cette journée, il y a une publication qui a été faite en ligne, qui est 48 offres R&D des Instituts Carnot sur plastique et emballage. Donc, c'est vrai qu'il y a il y a des problèmes qui sont d'organisation, de flux et des choses comme ça. Il y a aussi des problèmes de technologie sur lesquels la recherche française a des très bonnes solutions ou des compétences pour trouver des solutions. Simplement, on n'a pas toujours les entreprises en France pour porter les innovations. Donc, merci pour cette précision. Il y avait une main levée. Alors, on va prendre la question rapidement parce que tout le monde commence à s'impatienter. C'est un peu la fête aussi bientôt. Très rapidement, Sébastien Trollet, Actu Environnement. On est éditeur de presse en France et en Pologne. La Pologne est un pays qui est hautement industriel et qui a une bonne économie en croissance. Est-ce que ça fait partie des destinations pour les matériaux que vous souhaitez, pour lesquels vous souhaitez trouver des débouchés? Merci. Allez-y, je vous en prie. Pour les papiers cartons, la Pologne, c'est une zone sur le plan papetier qui est sous contrôle des Allemands, tant que je sache. C'est un peu loin. C'est-à-dire que pour répondre à votre question, si la Pologne, si des investisseurs papetiers mettent des usines en Pologne, pour l'instant ils les mettent à la frontière polonaise, mais côté allemand. Bon, ça peut drainer une partie du flux de l'ouest de l'Allemagne et nous libérer un peu de place pour nous Français. C'est un effet domino. Mais c'est un peu loin pour aller livrer des tonnes en Pologne. Il y a quand même après un problème de coût de transport qui fait que quand on présente des solutions de recettes négatives, c'est difficile à expliquer. Mais de toute façon, les chiffres que je vous donnais incluent la Pologne. Donc quand je parle de l'excédent européen, il inclut la Pologne. L'excédent il y a un certain nombre de pays qui sont excédentaires et on a quand même 8 millions de tonnes quelque part dans l'Europe. Alors, qu'on les fasse bouger ou pas, ça reste 8 millions de tonnes dans l'Europe. Merci pour cette réponse et merci à tous les trois pour ce tour d'horizon de ces trois secteurs. Merci beaucoup. Et donc, j'invite pour venir conclure ce débat, Jean-Philippe Carpentier, vous allez sûrement revenir, on en a parlé en introduction un petit peu, on en a moins parlé dans des débats, du sujet de la consigne. Je crois que c'était un petit peu tendu hier à l'Assemblée nationale, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien, j'avais prévu de finalement pas en parler parce que le temps, mais je vais en parler. Allez, ok, très bien. On n'a pas eu le temps de tout voir, effectivement. Allez, on va se prendre 2 minutes de plus. On n'a effectivement pas pu parler de toute la loi économie circulaire, sinon il fallait passer l'après-midi complète là-dessus, bien évidemment. Et donc je vais faire un petit focus sur la consigne. Pourquoi nous avons mené ce combat sur la consigne? Pour 3 choses. La première, c'est la propriété de la matière. On mettait en cause à qui appartenait la matière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les collectivités sont propriétaires de la matière, nous revendent cette matière que nous transformons pour en faire une matière première issue du recyclage, et cette propriété de la matière au travers de la consigne va directement au metteur sur le marché. La deuxième chose, c'est que le dispositif est applicable à d'autres produits, à d'autres déchets. Et donc ce n'était pas un combat sur la bouteille d'eau, mais un combat sur un dispositif qui peut s'étendre à d'autres choses. Et troisièmement, c'est sur la méthode. On a affaire à un oukase, c'est-à-dire qu'on nous a dit on va vous concerter, très bien, et on est arrivé on va vous concerter à comment mettre en place la consigne. Et on nous a imposé la consigne. Et donc, sur ces 3 aspects, on a décidé de mener ce combat.
Et on a défendu nos idées. Oui, on a fait du lobby, parce que le lobby, c'est défendre ses idées. C'est pas interdit, c'est pas un gros mot. Et il n'y a pas un bon lobby et un mauvais lobby. Le mauvais lobby étant celui qui est contre l'idée du gouvernement et le bon lobby étant celui qui est pour l'idée du gouvernement. Il y a du lobby et chacun a mené son lobby. C'est normal. Et on a toujours attaqué, ou on a toujours combattu des idées, jamais des personnes. Voilà. C'est effectivement ce qui est un peu malheureux dans ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, c'est que certaines personnes ont confondu, et peut-être parce qu'à court d'arguments, a confondu les débats d'idées et les débats de personnes. Et moi, je vous invite tous, les adhérents, à faire visiter vos usines aux sénateurs, aux députés, aux conseillers régionaux, parce que ce qu'on s'est quand même aperçu au travers de cette loi économie circulaire, c'est que nos métiers, finalement, sont, c'est vrai, mal connus. Et donc, je vous invite vraiment, quand vous en avez l'occasion, quand vous croisez un député, un sénateur, un conseiller régional, n'hésitez pas à ouvrir vos usines, à les faire visiter, à montrer ce qu'on l'on fait, à montrer la réalité de notre métier. La loi économie circulaire, c'est pas 15 jours à l'Assemblée nationale, c'est plus de 2 ans de travail. Ça a commencé avec la feuille de route économie circulaire, ensuite il y a eu les débats au Sénat, puis les débats à l'Assemblée, et maintenant il va y avoir l'aspect réglementaire avec les décrets d'application, donc le travail est loin d'être fini. Donc c'est plus de 2 ans de travail sur ces aspects-là, et ça nous a permis petit à petit, au cours de ces 2 ans, de ramener quelques idées qui nous sont chères dans le cœur de cette loi économie circulaire, notamment l'incorporation de matières premières issues du recyclage, le CSR, ou encore rééquilibrer les rapports de force entre éco-organismes, recycleurs et collectivités. Ça, c'est l'actualité. Et maintenant, demain. C'est quoi nos sujets de demain? Les sujets de demain viennent, comme très souvent, de l'Europe. Et l'Europe vient de sortir ses Green Deal, qui sont tout un programme à la fois sur le climat, sur l'économie circulaire, sur l'énergie. Donc il y a tout un volet très important. Mais je vais retenir 2 choses, qui sont communes, avec ce qu'a établi EURIC, la Fédération européenne du recyclage, en termes d'axes stratégiques. Je retiens 2 choses qui sont à la fois dans les Green Deal et dans les 5 axes stratégiques d'EURIC. C'est une stratégie bas carbone et une éco-conception. La stratégie bas carbone, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait depuis 2014-2015 qu'on en parle chez FEDEREC, suite à l'effondrement du cours du pétrole en 2014. On s'est dit, mais non, comment faire pour qu'on maintienne des prix intéressants vis-à-vis des matières fossiles, et non pas vierges, et de manière à ce que nos prix restent compétitifs. Et donc, on a commencé à regarder comment intégrer les bénéfices environnementaux, donc à les mesurer. Donc, on a fait une étude là-dessus. On a pu déterminer que c'est 22 millions de tonnes de CO2 évitées sur l'ensemble des déchets recyclés en France. C'est 134 TWh d'énergie économisée. Et on l'a fait produit par produit. Et on a sorti un logiciel qui nous permet à chaque vente de déterminer l'économie d'énergie et le carbone évité sur le produit que vous avez vendu à votre client. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on avait aperçu il y a maintenant 5 ou 6 ans arrive au niveau européen, et l'Europe veut mettre en place effectivement une stratégie bas carbone en intégrant le recyclage dans cette stratégie bas carbone. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience, ils ont intégré que le fait d'utiliser des matières premières issues du recyclage par rapport aux matières fossiles permettait de diminuer les émissions de CO2 en Europe, et donc le recyclage est incorporé dans le Green Deal sur le bas carbone. C'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Ça veut dire que nos matières, au-delà des taux d'incorporation imposés, etc., vont aussi avoir un intérêt économique au travers de la taxe carbone, au travers de cette volonté de réduire les émissions de carbone, et que donc nos produits vont être plus facilement écoulables par rapport aux matières fossiles. La deuxième chose, c'est l'éco-conception. Là aussi, l'éco-conception, ça fait des années qu'on se bat pour dire « metteurs sur le marché, ne restez pas entre vous, venez nous voir, essayons de concevoir ensemble vos produits sans qu'on intervienne sur votre design, mais qu'on vous donne des conseils pour, comme le disait Christophe tout à l'heure, on n'ait pas des multimatériaux sur un même emballage, qu'on ait des choses qui soient plus facilement démontables pour pouvoir mieux séparer les différents éléments. » Eh bien, l'éco-conception, le design de ces produits est incorporé également dans ces Green Deal. Et c'est une volonté de l'Europe de faire travailler les acteurs ensemble, y compris les chimistes, pour augmenter le recyclage et diminuer les refus de tri issus de ce recyclage. Vous voyez bien que, au travers de toutes ces lois, de ces réglementations, des évolutions mondiales, des progrès techniques, mais aussi de ce qui se passe dans la société, de cette prise de conscience de notre environnement, de vivre mieux, de vivre différemment, on voit bien que, au travers de tout ça, nos métiers
nos marchés, nos entreprises, mais nos salariés également, sont particulièrement concernés par cette évolution qui se passe aujourd'hui dans notre société. Et moi, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, je le pense vraiment viscéralement, qu'on vit des moments historiques, au sens où on est à un véritable virage sociétal, mais aussi pour nos métiers, au travers de l'ensemble des réglementations qui sont mises en place, et de cette volonté de mettre le recyclage au cœur de l'économie circulaire et d'incorporer de plus en plus de matières premières issues du recyclage. Alors, deux choses, soit on est au rendez-vous, soit on regarde les trains passer. Je pense que chez FEDEREC, on a décidé de répondre présent, tant au niveau européen, par Euric, et ici je voudrais féliciter le travail remarquable qui est fait par cette fédération européenne dirigée par Emmanuel Katrakis. Vraiment, ils font un travail mais incroyable, et avec une reconnaissance au niveau de la Commission européenne qui est à l'échelle du travail qui est fourni. Il faut être présent au niveau national, ça c'est notre boulot, et j'espère qu'on le fait bien et on continuera à le faire bien. Et il faut être présent au niveau régional, et là c'est les présidents de région à qui je m'adresse, et qui font leur travail au travers des PRPGD, au travers des rencontres avec les députés sur le terrain, etc. Et les trois niveaux sont tous les trois aussi importants les uns que les autres et sont indissociables. On ne peut pas être bon à l'un et mauvais à l'autre, ça ne tient pas la route. Et notre gouvernance de FEDEREC doit refléter ces trois niveaux. Alors notre gouvernance, elle a évolué et elle devra certainement encore évoluer. Elle a évolué pour s'adapter à son environnement, mais toujours en veillant au respect de l'ensemble des composantes de notre fédération et qui fait sa richesse et sa force. Ces composantes, c'est des filières, c'est des régions, c'est des PME, c'est des groupes, c'est des TPE, c'est des ETI, et l'ensemble de ces forces doit être représenté au sein de FEDEREC. Et sachez que tout ce qu'on fait, à chaque moment, chaque décision qu'on peut prendre, tout ce qu'on fait pour défendre vos intérêts, c'est fait pour vos métiers, vos emplois, notre profession. Voilà, je vous remercie et je vais vous inviter maintenant au cocktail de fin d'année. Merci à vous.